Aujourd'hui, on va regarder un nouveau jeu de rôle. J'ai beaucoup d'espoir pour ce jeu, mais j'ai peur que la vidéo soit un petit peu longue. En effet, aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur le banc MG, nous allons regarder Dagger Heart. Dagger Heart. Donc c'est le jeu par Darrington Press, donc le jeu Critical Role, si vous voulez, le nouveau jeu, qui vient d'arriver en playtest en fait. Et je vous en avais parlé il y a quelques temps parce que j'avais vu passer des petits extraits, des petits trucs, je crois, qui venaient de la Gen Con, et je trouvais que le jeu avait un truc cool visuellement, qu'il y avait des cartes, il y a l'air d'avoir plein de matériel. En tout cas, que c'est un jeu, voilà, un peu différent, qui a une autre approche de la fantasy. Actuellement, il y a un playtest. En fait, ce qui m'a surpris, c'est que moi, j'avais téléchargé le playtest en mode, bon, je le télécharge un peu pour dire deux, et puis en fait, j'attendrai la vraie sortie du jeu. Et j'ai commencé à regarder les PDF. Et en fait, c'est un playtest quand même vachement fourni. Il y a plus de 300 pages de règles déjà. Alors évidemment, la maquette est pas dingo, il n'y a pas toutes les illustrations et tout. Mais je me suis dit, ouah, je vais le lire. Je vais le lire. Et au départ, mon idée, pour vous présenter Dagger Heart, c'était vraiment de découvrir complètement le PDF en m'enregistrant et en commentant. Mais comme c'est en anglais, que c'est aride, etc., je suis quand même allé jeter un œil avant pour un peu diriger mon attention et pas nous faire les 300 pages. Et donc, je vous préviens tout de suite, la vidéo va être longue, parce que comme c'est pas un jeu que je prévois de jouer bientôt ou de couvrir sur la chaîne, etc., je vais pas faire la découverte en plusieurs vidéos. Peut-être même que je vais la filmer sur plusieurs jours et recoller les morceaux. Mais quoi qu'il en soit, on va aller regarder ce fameux PDF de Dagger Heart. Alors, pour être plus précis, on va regarder plusieurs PDF, parce que le kit de démo arrive en plein de trucs, donc je pense pas que je vais tout couvrir. On a d'abord le manuscrit des règles, qui est très certainement le plus moche des documents qu'on aura à regarder. Donc honnêtement, je doute que cette vidéo va faire beaucoup d'audimat, mais ce n'est pas grave. Donc on a un méga long PDF de règles, mais vous voyez que la mise en page, voilà, c'est sobre. Donc on va pas tout lire évidemment, on va essayer de comprendre le système de résolution de base, un peu la création de personnages, éventuellement aller regarder quelques classes, quelques capacités pour essayer de voir un peu ce que nous propose le jeu. Et peut-être, j'ai vu qu'il y avait une sorte de bestiaire que j'ai pas regardé pour le coup, pour essayer de voir un peu comment fonctionnent les monstres. Bref, il y a énormément de choses dans ce PDF qui fait 377 pages. Donc c'est un playtest open beta, mais c'est très généreux, on va dire, par rapport à certains quick start d'autres jeux. Ensuite, voilà, on a des documents séparés, en fait, qui, je pense, sont un peu prévus pour être imprimés pour les différentes classes, parce que c'est un jeu à classe, c'est ce qu'on va voir. On a un play guide qui va peut-être nous permettre d'aller à l'essentiel. On a la création de personnages, donc évidemment tout ça, ça se trouverait dans le playtest manuscrit complet, mais au moins ça nous permet d'aller plus vite à l'essentiel. On a également des cartes, donc moi c'était vraiment le truc qui m'avait tout de suite titillé, parce que c'est un jeu, comme vous allez le voir, de high fantasy, avec un peu de character building, un peu avec des trucs comme ça. Et voilà, moi je trouve qu'il y a pas mal de jeux où la création de personnages, en fait, ça demande d'aller dans les bouquins, etc. Et je trouvais que ce qui était intéressant ici, c'est qu'on crée notre personnage en choisissant des cartes avec nos capacités, et qu'on allait être limité à 5 capacités. En fait, après, il y a un petit côté deck building, parce que notre personnage va pouvoir changer, enfin, on va pouvoir changer nos cartes, mais ça va avoir un coût, etc. Donc c'est un jeu qui a l'air très board game, donc c'est pas ce à quoi je joue la plupart du temps, mais moi j'aime bien, voilà, tester des trucs différents. Et le côté carte, vraiment, je trouve que c'est sympa. Ça a l'air sympathique. Et puis, un truc qu'on va pas regarder, par contre, ça c'est sûr, c'est l'aventure Quick Start. On va pas aller regarder l'aventure, mais voilà, dans le kit, on a des personnages pré-tirés, un petit peu des exemples de jeux, une aventure à faire jouer pour tester tout ça, tout ça. Donc voilà, il y a énormément de trucs à voir. Donc la première chose que je vous propose, c'est d'aller directement à la deuxième partie du manuscrit. Comment fonctionne le jeu? Quoique, je dis n'importe quoi, on va peut-être essayer de déterminer un peu ce que c'est ce jeu, donc on va regarder comment il nous le présente. Vous voyez, et voilà, il y a déjà beaucoup de choses, hein. Il y a un gros sommaire et tout pour un playtest, j'ai l'impression que c'est énorme. Donc, quel genre de jeu est Dagger Heart? Donc Dagger Heart est un jeu héroïque, focusé sur la narration et le combat. Ce sera les principaux axes de jeu, qui cherchent à faciliter, voilà, une narration qui va être émotionnellement engageante, des campagnes dirigées par les joueurs, qui sont ponctués de batailles excitantes et de challenges. Apparemment, il se présente comme un jeu rules light. Alors moi, je peux tout de suite vous dire que par rapport à ce que j'ai vu, pour moi, c'est pas un jeu rules light. C'est pas le jeu le plus complexe du monde, mais rules light, je trouve que c'est un petit peu ambitieux, qui apparemment nous permet de nous focuser plus sur l'histoire que sur la complexité mécanique. Alors, encore une fois, par rapport à du Shadow Dark, par rapport à certains trucs auxquels je joue, je dirais que non. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, c'est juste une autre expérience. Je me demande juste sur quel référentiel il se place pour dire ça. Je suis pas tout à fait convaincu, je vous le dis tout de suite, mais voilà, moi, les mécaniques m'ont excité, donc ça m'intéresse quand même. Le but, c'est de raconter l'histoire la plus intéressante possible, tout ça, tout ça. On n'est pas dans un jeu avec du tour par tour classique, même si, bon, le jeu de rôle, par définition, c'est un jeu au tour par tour, puisqu'on parle pas tous en même temps. Mais on n'est pas dans le système de round classique.
Et on n'est pas obligé de se baser sur une grille, etc. Donc ça me plaît. Même si on peut utiliser des miniatures, etc., puisqu'il y a un petit côté tactique et tout. Donc ça peut servir de support visuel. Globalement, sinon, c'est un jeu de rôle collaboratif, où on va être dans un univers de high fantasy, donc ça c'est important de le retenir, parce que dès qu'on va aller voir les classes et tout, on voit aussi que c'est très très différent. Pour moi, d'autres jeux, c'est pas un jeu de survie par exemple. C'est vraiment de la high fantasy. Vous allez voir, il y a une tonne d'ancestry, de trucs hyper colorés, etc. Il y a un côté World of Warcraft / Dragon Prince / un peu les univers, la Critical Role. C'est vraiment high fantasy, high fantasy. Un endroit où une magie incroyable, des aventures périlleuses vont avoir lieu. On va pouvoir se retrouver à négocier avec des nobles, blablabla, genre, voilà. On est sur l'aventure, les complots, on voyage sur les océans, on combat des monstres terrifiants, etc., etc. Donc on est sur plus ou moins D&D 5e, je dirais, dans l'ambiance visuelle, tout ça. Mais on va voir que c'est un jeu qui abandonne beaucoup plus de systèmes je dirais, inspiré de systèmes de simulation pour des trucs plus narratifs. Par contre, ça reste un jeu avec beaucoup de mécaniques. C'est pas un jeu minimaliste comme ils le disent, je trouve. Alors, intéressant aussi, les inspirations en termes de gameplay. Donc là, il y en a 70 milliards, honnêtement. On va essayer d'en reconnaître, mais... 13 Age, je me souviens plus assez bien, donc je verrai pas les références à 13 Age. Apocalypse Keys, je connais pas. Apocalypse World, ok, je connais. Blades in the Dark, je connais. City of Mist, je connais. Cortex Prime, Cypher System. Cortex Prime, je connais pas trop. Je l'ai survolé. Cypher System, ok, c'est Numenera et tout. Dishonored, Dungeons and Dragons. Enfin, il y a une quantité complètement débile d'inspiration, mais c'est cool. Inspiration de livres A Song of Ice and Fire series, donc Game of Thrones, en gros. Why not? A Wizard of Hersey, Sabriel, The Wheel of Time, The Lord of the Rings. Bon, Dragon Prince. Voilà, ça c'est de la high fantasy. The Legend of Vox Machina, évidemment. Bref, on a 1 milliard d'inspiration. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il nous donne aussi carrément, par exemple, le système Genesis nous a inspiré pour créer un jeu avec 2 axes de résolution. Le Cypher System nous a inspiré pour les intrusions du MJ, etc., etc. Donc il nous donne aussi directement, ça je trouve que c'est assez rigolo, qu'est-ce qui a inspiré quelle mécanique ou quoi. C'est sympathique. Bon, je passe les principes, etc. Donc, je vais pas faire ligne par ligne, même si c'est ce que je commence à faire, parce que à chaque fois je dis que je vais pas le faire, je commence à le faire. Je vais vraiment me forcer à ne pas parler de tout. Mais voilà, on retrouve des principes de player un peu à la PBTA. Jouer pour voir ce qui va se passer. Essayer de se passer la balle entre nous, entre joueurs, et aussi s'adresser aux personnages des autres. Pas essayer de contrôler l'histoire à soi tout seul. Création d'univers un peu en commun, etc. On a une petite présentation de l'univers qui est voilà, ultra basique. Je sais pas ce qu'ils vont en faire de l'univers, si ça va vraiment être le cœur de la gamme qu'ils vont proposer. Je pense pas que ce sera un jeu à univers, je sais pas trop, mais on a le monde des mortels. On a le monde où il y a les dieux au-dessus. On a le monde où il y a des dieux anciens qui ont été enfermés sous terre. On a d'autres univers possibles. La magie est super puissante. Voilà. Je passe et on va aller regarder un petit peu immédiatement le play guide, donc qui résume le truc. Comme ça, si vous avez pas envie de vous taper les heures de vidéos qui vont s'en suivre, vous pourrez commencer par ça. Donc le play guide, comment ça marche? Donc on va jeter 2 dés 12 et il faut que ce soit 2 dés 12 différenciés. Donc ça, c'est le système de résolution de base. C'est ce qu'on va faire le plus souvent. Donc il faut qu'on différencie nos 2 dés 12 parce qu'on va avoir un dé 12 d'espoir, de hope, et un D12 de fear, de peur. On va acheter ces 2 D12, ajouter des bonus et essayer de dépasser une difficulté. Donc là, on est sur du Dungeon and Dragon-like, sur le côté réussite échec. On a un palier à dépasser en jetant nos dés, en ajoutant un bonus normal. Donc déjà, on voit tout de suite que c'est un jeu où le niveau de difficulté va pouvoir bouger. Le MJ va pouvoir changer la difficulté des jets, etc. On n'est pas sur du roll-under, etc. Où on n'a pas une grille de lecture comme dans un PVTA de si le résultat fait 6 ou moins, ça fait ça, 7, 9, ça fait ça, 10 plus, ça fait ça. Non, on jette 2 des 12, on additionne et on voit si on a dépassé la difficulté. Donc ça, c'est ce qui détermine si on a un succès ou un échec, tout simplement. Et là où il y a un double axe de résolution, comme il le disait plus tôt, c'est parce que en fonction de lequel de nos 2 dés, le dé de peur ou le dé d'espoir va être le plus élevé, bah ça va nous faire faire un jet avec espoir ou un jet avec peur. Donc si mon dé d'espoir a un résultat supérieur à mon dé de peur, tout simplement, c'est un jet avec espoir, et vice-versa. Si mon dé de fear est supérieur à mon dé de hope, eh bien, ce sera un jet avec peur. Donc si je fais un jet avec espoir, je vais gagner de l'espoir. C'est-à-dire que je vais noter sur ma fiche de personnage que j'ai gagné un d'espoir. Et l'espoir, ça va être une ressource qu'on va pouvoir dépenser. De la même manière, si je fais un jet avec fear, le MJ va gagner un point de peur qu'il va pouvoir utiliser pour faire des actions, pour créer des intrusions de MJ, des trucs problématiques. Il aura lui aussi une sorte de monnaie méta
pour me poser des problèmes à moi. Et donc en fait, déjà tout de suite, moi un truc que je crains un petit peu, même si je trouve ça trop cool, dans l'absolu, le système, ça m'excite pas mal de tester ça. Le truc que je peux craindre, c'est qu'il y ait ce côté où il y aura beaucoup de bookkeeping. C'est-à-dire que je vais devoir, hop, je note que j'ai gagné de l'espoir, moi je gagne de la peur, etc. Il va y avoir des allers-retours de plein de trucs autour de la table, donc ça peut faire très board game. Alors en soi, moi je trouve pas ça problématique, mais il faut voir si à quel point ça va prendre de la place. Et je pense que ça va faire peur à certaines personnes immédiatement que ça fasse une perte en fluidité. Et quand on va jouer en physique, comment matériellement on va matérialiser ça? Parce que vous allez voir qu'il n'y a pas que ça. Là, c'est que le début. Et aussi, si je joue à distance, avec quel VTT je vais jouer à ça, si je suis sur Miro, etc., est-ce que je vais devoir faire des tokens, les déplacer et tout? Bon, à voir comment on va gérer ça, mais en gros, on va avoir une sorte des monnaies qui vont s'échanger, se dépenser. Alors bien sûr, on a de la place sur la feuille de personnage pour cocher tout ça. On n'est pas obligé de le matérialiser, mais après, il y a des tokens, il y a des trucs auxquels on va venir. Je fais cette remarque maintenant, j'essaierai de pas la refaire après pour pas trop prolonger la vidéo, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure que ça avance, il y a pas mal de mécaniques comme ça. Donc voilà, c'est un parti pris. Faut vraiment tester pour voir. Je n'ai pas testé le jeu. Et c'est un jeu en développement aussi, je précise. C'est pas la version finale. Donc voilà, on peut avoir espoir ou peur, réussite ou échec. Et donc, on va pouvoir faire réussite avec espoir. Donc, je réussis et en plus, je gagne un point d'espoir. On va pouvoir faire une réussite avec peur. Donc, dans ce cas-là, je réussis, mais ça arrive avec un coup, une conséquence. Je me prends une attaque, etc. Donc, c'est vraiment un côté PBTA ici. Je gagne moins d'informations. Ma réussite est moins impressionnante que prévu. J'attire du danger, tout ça. Et le MJ gagne un point de peur qu'il va pouvoir utiliser plus tard. Mais je peux aussi échouer avec espoir. Donc, j'échoue, j'y arrive pas. Mais je gagne quand même un point d'espoir qui va me permettre de rebondir plus tard. Je peux aussi avoir un échec avec peur. Donc là, non seulement je rate, mais en plus je subis des conséquences augmentées et le MJ gagne un point de peur. Donc c'est-à-dire qu'à chaque jet de dés, il y a quelqu'un qui va devoir cocher quelque part qu'il a gagné de l'espoir ou quelqu'un qui va devoir cocher quelque part qu'il a gagné de la peur. Ça va vraiment être une habitude à prendre pour être fluide. Et ensuite, il y a une cinquième option, c'est le critical success. Donc c'est quand, si je fais un double, c'est forcément une réussite, je crois. Je gagne un d'espoir et j'enlève du stress. Donc pour l'instant, on n'a pas encore parlé de stress, mais voilà. Et donc ça veut dire que je crois, je suis allé regarder sur internet pour pas avoir à faire les maths moi-même parce que honnêtement je suis pas très fort, qu'il y a 8% de chance avec 2d12 de faire un double et donc de faire un critical success, ce qui fait que le coup critique est légèrement plus fréquent que dans Donjons et Dragons, puisque Donjons et Dragons c'est 5%, il n'y a qu'une phase sur le D20 qui nous permet de le faire. Là c'est légèrement plus élevé. Ce qui me fait me dire aussi qu'on a plus de chances de réussir que de rater globalement, ou en tout cas de faire des jets avec hope. Parce que le critical success, de base, on gagne de l'espoir. Et en plus, toutes les combinaisons de jet de dés où mon jet d'espoir est plus élevé que mon jet de fear peuvent être un jet avec espoir, là où il n'y a pas vraiment d'échec critique a priori. Donc, il y a plus de chances que je fasse un jet avec espoir, que ce soit une réussite ou un échec, que je ne fasse un jet avec peur. Donc maintenant, sur le côté, là, on voit un peu comment ça se passe. Donc, par exemple, le MJ me dit que je dois faire un jet de dés. Je vais choisir une approche, donc c'est un peu les caractéristiques. Donc là, par exemple, je fais un jet avec agilité, j'ai un bonus de sif, donc ça c'est un truc que je kiffe bien, mais ça reviendra plus tard. J'ai +1 parce que, voilà, voleur, enfin voilà, il y a différents modificateurs qui vont venir. Je peux dépenser de l'espoir, tout ça, on verra ça après. Je jette mes 2 dés, donc là j'avais +2, je fais 6 et 12, donc 6 et 12, 18 +2, je fais 20 au final, mais c'est un 20 avec peur, vu que mon dé de peur est supérieur à mon dé d'espoir, et donc c'est une réussite, mais avec complication, et le MJ gagne une meta-currency. Donc c'est comme ça que je le comprends pour l'instant. Alors peut-être que je me plante parce que j'ai pas tout lu. On découvre en partie ensemble. Donc voilà, grosso modo, un jet d'action, quoi. Sachant que le jeu nous dit, on n'a pas besoin de tout le temps faire un jet d'action, etc., etc. Et aussi que le jeu est plutôt un jeu qui va mettre la fiction avant la mécanique. On détermine quel bonus devrait s'appliquer, etc. au moment où on jette les dés. Tout n'est pas codifié, tout n'est pas prescriptif dans le jeu. Donc maintenant, les dégâts. Les dégâts, comment ça marche? Quand vous faites une attaque avec succès, donc ça, j'ai pas encore lu. Comment ça marche les attaques? J'ai déjà lu les dégâts. Donc j'imagine qu'on peut rater une attaque, puisque c'est écrit successful attack. Quand on fait une attaque avec succès, on jette un nombre de dés d'armes équivalent à notre proficiency, donc c'est notre maîtrise, ouais, ça va être une de nos caractéristiques. On jette un nombre de dés d'armes équivalent à notre maîtrise et on les additionne pour voir nos dégâts. Donc, il va y avoir des additions à faire. Je sais pas jusqu'à combien on peut arriver en maîtrise et tout, donc voilà. En tout cas, nos armes, c'est
un dé d'un type. Ça peut être un D4, un D6, un D8, un D10, un D12. Il faut tous les dés à la Donjons et Dragons, donc je trouve que c'est plutôt smart d'avoir fait ça, puisque je pense que ça vise des gens qui jouent à Donjons et Dragons, donc ils seront contents quand ils utilisent leurs dés. Nos armes vont, par exemple, si j'ai une lance, je sais pas, ce sera peut-être un D8. Bon bah voilà, au début j'ai que 1 de maîtrise, je jette un D8, ça fait mes dégâts, et quand je serai maîtrise 2, par exemple, je vais jeter 2 D8, je vais les additionner, et puis au fur et à mesure, mes dégâts vont être de plus en plus élevés. Et ça va aussi très certainement, enfin, plus on jette de dés, en gros, plus on va faire un résultat moyen. Donc il y a de moins en moins, c'est de moins en moins hasardeux mes dégâts, ça va faire une cloche de probabilité. Et si je fais un coup critique, alors là je sais pas du tout ce que ça fait, prenez la valeur maximale potentielle de vos dégâts et ajoutez votre G. Donc par exemple, ah oui d'accord, les coups critiques c'est vraiment, ça rigole zéro, puisqu'en fait je vais faire mes dégâts max plus jeter mes dés de dégâts. Donc comme dans Donjons et Dragons, hein, finalement je crois que c'est comme ça, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué dans la 5e édition. Mais en gros si je dois acheter 2 D8, eh bien je vais faire 16 plus de D8 si je fais un coup critique. Voilà. L'armure maintenant. Quand vous êtes attaqué et que vous prenez des dégâts, vous pouvez marquer des slots d'armure pour réduire le montant des dégâts que vous recevez d'un nombre équivalent à votre score d'armure. Et on peut cocher plusieurs cases pour le réduire plusieurs fois. Donc ça, c'est intéressant. Je vais vous montrer tout de suite. En gros, ça, je trouve que c'est vraiment cool, les mécaniques de points de vie et tout. En fait, par exemple, je vais avoir une armure qui me donne 5 d'armure. Je prends 15 de dégâts. Et ben, je peux cocher une case ici pour réduire de 5 les dégâts, puisque j'ai 5 d'armure. Mais vu que je prends 15 de dégâts, je pourrais décider de cocher mes 3 cases. Donc après, j'aurai plus de cases à cocher parce que les autres, je les débloque plus tard. Vous voyez, quand c'est en pointillé, c'est-à-dire qu'il faut monter de niveau et améliorer mon perso, etc. pour le débloquer. En gros, je pourrais cocher ces 3 cases là, paf, 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 paf. Et j'enlève donc 3 fois 5 points de dégâts et je peux annuler complètement l'attaque. Donc ça, c'est super cool parce que l'armure, c'est du resource management. J'aime beaucoup ce petit truc. On a vite fait la base du jeu. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a comme petite mécanique supplémentaire? Les jets avec avantage. Donc là, on ajoute un D6 à notre jet de dés quand on a l'avantage. Si on a un désavantage, on supprime un D6. Par exemple, je jette 2D12 plus bonus, plus un D6 si j'ai un avantage, ou 2D12 plus bonus, moins un D6 si j'ai des désavantages. Et au vu de la manière dont c'est écrit, add 1d6 advantage die to your action roll, je me demande si c'est pas cumulable, si c'est pas comme dans Shadow of the Demon Lord, on verra. Donc comment on fait pour céder? En fait, ça c'est plutôt un rappel des règles. Donc c'est un peu bizarre de commencer par ça. Mais bon, écoutez, il y a tellement de choses à couvrir que je savais pas dans quelle ordre le faire. Si j'aide un allié, je peux dépenser de l'espoir. Donc on voit tout de suite, là c'est la première utilisation qu'on nous montre de comment on peut dépenser cette monnaie méta qu'est l'espoir. Je peux dépenser un de mes points d'espoir et donner un D6 d'avantage. Alors apparemment c'est le joueur qui aide qui le jette. Je jette un D6 d'advantage die to add to the ally action roll. Donc je peux en gros donner des dés d'avantage. Si plusieurs joueurs veulent aider, ils peuvent tous dépenser un dé espoir et ajouter un dé d'avantage et on prend que le plus élevé. Donc voilà, ça c'est comme dans Shadow of the Demon Lord. Admettons, on veut tous aider notre pote à faire un truc, on va tous jeter un D6 et le meilleur résultat qu'on va avoir entre nous, il n'y a qu'un seul D6 en gros qui va être ajouté. Donc ça permet de cumuler les avantages sans atteindre des scores complètement débiles. Maximum, peu importe le nombre d'avantages que j'ai, ça va augmenter de 6 le résultat de mon jet. Donc ça, je trouve que c'est assez cool. Maintenant, on a Tag Team Roll. Qu'est-ce que ça veut dire? Each player. Donc chaque joueur peut choisir une fois par session, de dépenser 3 points d'espoir pour démarrer un move d'équipe avec un autre PJ. Les deux joueurs décrivent l'action combinée de leur personnage, donc ça c'est très cinématique finalement, c'est très critical role, j'ai envie de dire. Les deux joueurs font leur jet d'action séparé, mais avant de regarder le résultat et la conséquence de cette action, on choisit l'un de nos deux jets qui s'appliquera pour les deux. Ah ok d'accord. Donc on va faire une action combinée, on fait tous les deux notre action chacun de notre côté, et on va prendre la meilleure des deux a priori, et ça couvrira toute notre action en fait. Ok, c'est intéressant. Ensuite on a un état vulnérable qui pourrait nous donner un avantage quand on attaque quelqu'un qui est vulnérable. On a un truc qui pourrait empêcher quelqu'un de bouger, etc. etc. Ok, bon là c'est en fait je vais peut-être arrêter de regarder ce truc, mais au moins là on a la base du système de résolution. Ensuite ça a l'air plus d'être de l'aide de jeu, je sais pas si le mieux c'est de commencer par là. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce 2D12 avec espoir et peur. On va devoir dépasser une difficulté et on va gagner de l'espoir ou faire gagner au MJ de la peur qui vont pouvoir être dépensés pour activer des effets. Donc basiquement, aider les autres, etc. Mais ensuite, on se doute bien que cette mécanique elle va être utilisée à plein de sauces différentes. Est-ce qu'on n'irait pas voir, avant d'aller vers la création de personnages, tout ça, un petit peu plus en profondeur ce qu'on vient de voir, si on a raté quelque chose? Donc on a un framework de comment doit se dérouler la conversation qui fait un peu... Powered by the Apocalypse, les joueurs posent des questions, le MJ répond et vice-versa. Et de temps en temps,
le MJ va demander un jet d'action. Donc on n'a pas des moves comme dans un Power by the Apocalypse. C'est le MJ qui va demander les jets. A priori, on a un exemple. Qu'est-ce que je peux faire à mon tour? Donc le jeu n'a pas de tour dans le sens traditionnel. On suit la fiction, on fait passer la balle entre nous. On fait passer le spotlight pour que chacun puisse faire des moves. Certains jets vont permettre au MJ de faire son move à lui. Donc ça, j'ai pas du tout regardé encore. Et a priori, le moment où le MJ va pouvoir faire agir les monstres, augmenter, faire escalader la situation, la difficulté, etc., ça va dépendre de si on fait un jet avec peur, j'imagine. Mais ça viendra plus tard dans le bouquin. On nous dit que comme Daggerheart se repose sur un aller-retour, conversation en aller-retour, il n'y a pas de round de combat. Et si on se retrouve dans une situation qui va devoir se résoudre en plus de 2-3 G, de quelques G, on pourrait utiliser un tracker d'action. Donc ça, j'ai déjà regardé, mais je me le garde pour plus tard. Donc on nous réexplique la mécanique de base que je viens de vous expliquer, donc avec les différentes possibilités, le coup critique et tout. Maintenant, comment utiliser l'espoir? Donc une fois que vous avez gagné de l'espoir, donc ça c'est les joueurs qui gagnent de l'espoir pour leur personnage, une fois qu'ils le gagnent, ils peuvent le noter sur leur feuille, et ils peuvent le dépenser pour activer des pouvoirs spéciaux. Ils peuvent maximum avoir 5 points d'espoir, donc ça se stack pas à l'infini, il faut pas le garder pendant trop longtemps, donc ça je pense que c'est plutôt cool parce que ça fait qu'on va le dépenser en fait, tout simplement. On peut s'en servir pour aider un allié, ça on l'a déjà vu, pour utiliser une expérience, donc ça c'est vraiment cool. On y reviendra plus tard, mais grosso modo, c'est des bonus un petit peu liés à notre background, et ça me fait vachement penser à ce que j'avais essayé de faire avec 2d6 plus 2d6 plus deeds. Donc je trouve que c'est cool qu'ils utilisent un truc semblable. Et on va pouvoir activer des pouvoirs qui utilisent l'espoir. Donc grosso modo, c'est ça. En fait, en termes de mécanique de base, on va dire que tout le monde va avoir, ça va être aider et utiliser les expériences. Et puis ensuite, chaque classe, chaque personnage, en fonction de ses capacités, va avoir différents moyens d'utiliser l'espoir. Ce qui est intéressant, c'est que si on fait un jet de dés qui nous donne immédiatement de l'espoir, on peut tout de suite l'utiliser. Donc soit notre jet de dés va nous donner de l'espoir et hop, on peut dépenser tout de suite cet espoir, soit ça va être avec peur, donc on gagne pas d'espoir sur le moment. Et si on veut utiliser un truc qui a besoin d'espoir après notre jet de dés, on va aller chercher dans l'espoir qu'on a cumulé avant. C'est écrit aussi que certains effets ne peuvent s'activer que sur un succès avec espoir. Donc là, ils dépendent plus de la chance sur le jet de dés à l'instant T que des ressources qu'on a stackées avant. Donc c'est des mécaniques spécifiques à chaque fois. Et maintenant pour la peur, faire un jet avec peur ne signifie pas qu'on a échoué, mais qu'on va se prendre des conséquences plus ou moins importantes. Et si on rate et qu'en plus on fait un jet avec peur, on va se prendre des encore plus grosses conséquences. Et le MJ va gagner un point de peur. Donc ça, ce sera dans la partie MJ, comment on s'en sert. Alors ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est un de mes trucs préférés. Les damage thresholds and hit points. Donc en fait, dans le jeu, on va pas avoir 50 000 points de vie. Vous voyez, à la D&D, ça c'est vraiment un truc que j'aime pas dans Donjons & Dragons pour le coup. Même dans Shadow Dark, hein, honnêtement. C'est que, dans Shadow Dark, c'est beaucoup plus limité. Le jeu a beaucoup moins de points de vie, donc ça c'est vraiment agréable. Mais ce que je déteste dans D&D, c'est de voir qu'au bout d'un moment, mon monstre, il a 260 000 points de vie et que je dois faire des additions et des soustractions. Et ça gère le problème. Alors, moi, je trouve que c'est très, très élégant. Donc, je crois que ça ressemble un petit peu, pour le coup, à Blades in the Dark. Mais je dis peut-être une connerie. En gros, on n'a pas 50 000 points de vie. Vous voyez, par exemple, mon personnage de base, il a 6 points de vie. Et le truc, c'est que s'il prend 6 points de dégâts, il perd pas ses 6 points de vie, en fait. Il a des thresholds, donc c'est des seuils à dépasser en dommage pour lui infliger des points de vie. Et en fonction du seuil qui sera dépassé, je vais perdre plus ou moins de points de vie, prendre une blessure plus ou moins importante. Ça peut être une blessure mineure, une blessure majeure ou une blessure sévère. Donc par exemple, si mon personnage prend 3 points de dégâts, ça ne dépasse aucun de ces 3 seuils, et donc il ne va pas perdre de points de vie. Par contre, il va quand même perdre 1 de stress, il va cocher 1 de stress. Maintenant, admettons, il prend 7 de dégâts, ça dépasse le seuil 6, et donc là, je vais prendre une blessure mineure et je vais cocher 1 point de vie. Si il prend 13 points de dégâts, ça dépasse le seuil 11 et je me prends une blessure majeure et je vais cocher 2 points de vie. Et si je me prends une blessure à plus de 16, donc à 70 milliards de points de dégâts, eh bien, je vais prendre une blessure sévère et marquer 3 points de vie. Donc ce que ça fait, c'est que on va avoir un spectre de dégâts qui va pouvoir être élevé. Vous voyez, on va pouvoir jeter plein de dés, avoir le truc un peu excitant, de voir nos dégâts augmenter, etc. et tout. On va pas faire des attaques à 1 point de dégâts, à 2 points de dégâts, ce qui peut être pas hyper excitant, on va dire. Donc on va pouvoir aller sur des chiffres élevés en termes de calcul de dégâts, mais par contre, en termes de calcul de points de vie, on a juste à voir quel seuil on a dépassé. Donc c'est très simple à calculer, savoir combien je perds de points de vie. Et surtout, ça fait que mon personnage peut pas se faire one-shot. Donc ça, sur le côté high fantasy, on a des pouvoirs des personnages qui se sentent
très très puissant, etc., ça colle très très bien. Donc on n'est pas du tout sur du Shadow Dark en l'occurrence, on n'est pas du tout dans un jeu de survie, puisque même si le monstre me tape à 20 milliards de points de dégâts, a priori, je perdrai que 3 points de vie, parce que maximum, en un coup, je peux perdre que 3 points de vie. Et je pense, alors je sais pas honnêtement, je suis pas allé jusque-là, mais que c'est pareil pour les monstres, et donc ça permet de temporiser un petit peu plus peut-être la perte de points de vie de vos boss, etc. à voir. Donc, je trouve que c'est assez cool, et ce qui est cool aussi, c'est que ça permet d'avoir différentes manières de faire évoluer la tankiness de mon personnage, c'est-à-dire que je pourrais avoir plus de points de vie, vous voyez, en montant de niveau, on voit que là, en pointillé, je pourrais avoir plus de cases de points de vie, mais je vais avoir aussi une variable qui va être justement mes seuils, et peut-être qu'ils vont augmenter, parce que là, vous voyez, c'est écrit commence à Minor 6, Major 11 et Severe 16. Et en fait, peut-être que je vais pouvoir faire augmenter mes seuils, etc. Et il y a aussi la variable de l'armure, etc. Donc ça crée toute une profondeur mécanique qui est pas trop lourde, honnêtement. Je trouve que c'est très élégant, mais qui offre plein de possibilités de builds différents potentiellement, je pense. Alors à voir à quel point ça change le feeling en jeu, mais je trouve ça hyper bien pensé. Et le stress, pour le coup, je sais pas du tout ce que ça fait, mais je trouve que c'est intéressant aussi que même si je prends pas assez de points de dégâts pour passer le premier seuil, je vais cocher du stress parce que ça fait qu'aucune attaque ne va rester au statu quo. C'est-à-dire que même si je perds pas de points de vie, il y a une conséquence au simple fait de m'être fait attaquer, donc le combat va toujours avancer, a priori. Alors, je sais pas à quel point on peut rater des attaques. Je pense que les monstres peuvent rater leurs attaques et dans ce cas-là, on reste au statu quo. Mais on l'a un petit peu moins, quoi, a priori, que sur Donjons et Dragons. Alors, on peut récupérer nos points de vie lors d'un downtime. On a des actions en fait qu'on peut faire pendant les downtimes. Ça, je trouve que c'est très cool aussi. Ça veut dire que on regagne pas automatiquement nos points de vie, je pense, au downtime, mais on verra bien. On va devoir faire des choix tactiques. Est-ce que je veux regagner mon stress? Est-ce que je veux regagner points de vie? Est-ce que je veux réparer mon armure? Tout ça. Quand on monte de niveau, on peut aussi augmenter voilà, nos points de vie, tout ça. On va avoir cette opportunité-là. Règle optionnelle, pour rendre le jeu plus dangereux, on peut rajouter d'autres seuils pour justement pouvoir perdre plus de 3 points de vie en un coup. Alors le stress, ça je sais pas ce que ça fait. Donc stress. Le stress représente l'épuisement mental et physique en fait. Vous pouvez dépenser du stress pour affecter la narration. Donc c'est une monnaie, mais on nous dit pas comment pour le moment. Comme pour les points de vie, on pourra récupérer du stress pendant les downtime. On gagne du stress quand on se prend des dégâts, à moins et qu'on n'a pas dépassé un seuil, ok, ça on vient de le dire. Si on ne peut plus mettre de stress parce qu'on a déjà rempli tous nos slots, eh bien on marque des points de vie. Ok. On peut marquer du stress aussi sur une complication. Donc un jet avec Fear par exemple. Le MJ peut nous demander de marquer du stress. Ok, très bien. Donc ça c'est cool parce que ça va pouvoir nous mettre, justement, on en parlait récemment, sur les conflits sociaux, etc., une sorte de conséquence mécanique à s'être fait souffler dans un conflit social, etc., qui va épuiser notre personnage mentalement et tout. Donc ça j'aime bien. Et on peut aussi nous donner une option, par exemple, ton arme tombe par terre ou tu marques du stress, à toi de voir. Ça, c'est sympa aussi, ça permet de mettre des dilemmes en jeu et tout, je trouve ça très cool. Et après, stress from moves, pardon, on peut marquer du stress pour faire certaines actions. À moins que le contraire soit spécifié, on ne peut pas dépenser plus d'un de stress par action. Certaines capacités vont par exemple vous permettre de dépenser un point de stress pour ajouter un D8 de dégâts à votre jet. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas dépenser 3 points de stress pour ajouter 3 D8. De ce que j'ai compris, en fait, il n'y a pas de moyen basique de dépenser le stress. Ça va dépendre de si le MJ nous le propose. Ça peut être des dégâts qu'on prend, ou alors ça va dépendre de certaines capacités. Donc là, c'est mécanique first. En fait, le stress n'est pas une monnaie qu'on dépense pour améliorer une action comme ça de base. C'est vraiment lié à d'autres mécaniques, de ce que je comprends. Donc comment se déroule un jet d'action? On est en train de décrire un truc, le MJ nous dit « Ah, il va falloir faire un jet et dépasser la difficulté ». À ce moment-là, on choisit un de nos traits, donc c'est nos caractéristiques, donc qui correspond à la scène en cours, genre agilité, force, etc. On ajoute nos modificateurs, nos dés supplémentaires, par exemple si on a un avantage, tout ça. On jette les dés, on résout la situation. Ok, très bien. Alors comment on fixe la difficulté? Moi j'aimerais bien savoir. Mais apparemment c'est pas pour tout de suite, donc on va avancer. Donc on nous dit que l'histoire est déjà une conséquence en soi, donc on devrait éviter les jets qui font qu'il ne se passe rien. Donc ça je suis pas toujours convaincu, honnêtement. En fait, pour moi, si on joue vraiment, on est vraiment dans l'esprit très bac à sable. L'échec complet peut être intéressant. Parce qu'on prend souvent cet exemple de la porte qui ne s'ouvre pas. On essaie de faire un jet pour ouvrir une porte et on nous dit, bon, si tu rates, ça déclenche une alarme, ça fait un truc, je sais pas quoi. Ou alors, t'arrives à l'ouvrir, mais ça fait du bruit, il y a quelqu'un qui arrive, tout ça pour que l'histoire avance. Bon, c'est une logique narrative. Et comme le jeu se présente comme voulant être principalement narratif, ça fait sens. Donc, c'est logique en fait dans le jeu. Donc en fait, mon commentaire ne sert absolument à rien. Mais en gros, voilà, on nous dit que même sur un échec avec Fear, au lieu de dire que la porte ne s'ouvre pas et qu'il se passe rien,
on peut dire que finalement, il y avait une alarme magique sur la porte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Comme ça change quand même la situation, le fait d'avoir fait ce jet de dés. Donc, tac, tac. Avant d'aller plus loin, je me dis que ça peut être intéressant d'aller voir comment est foutu un personnage. Parce que, mine de rien, ça va nous aider à mieux comprendre la suite. Donc déjà, on va regarder la création de personnage. Ou alors, on va regarder la fiche de personnage. Donc, la fiche de personnage, pour moi, elle me fait penser immédiatement à un jeu traditionnel dans un premier temps. Parce que, voilà, donc j'ai mon nom, mon héritage, mon level, ma subclasse. J'ai 6 caractéristiques, mais qui sont pas celles de D&D. J'ai agilité et finesse, ça c'est intéressant. Donc, on a séparé l'agilité et la dextérité. Et ce qui est... Ah, c'est cool ça. C'est écrit en dessous. Je l'avais pas remarqué quand j'avais survolé la feuille, c'est écrit en dessous des exemples de capacités. Par exemple, agilité, c'est sprint, sauter, manœuvre, etc. Finesse, ça va être contrôler, cacher, bricoler. Et on n'a pas de constitution, on a la force. D'un autre côté, comme la constitution, la plupart du temps dans D&D, ça sert surtout à connaître nos points de vie et à la limite à résister au poison, mais que là, en fait, nos points de vie fonctionnent de manière très différente, c'est un peu logique. Hein. C'est pas du tout la même mécanique. En fait, je préfère presque cette configuration-là. La constitution, c'est vrai que des fois, on sait pas trop quoi en foutre. Alors que différencier la dextérité et l'agilité, ça a du sens. Instinct, c'est un peu la sagesse. J'ai l'impression que c'est percevoir, s'orienter, tout ça. Présence, c'est le charisme. Et knowledge, c'est l'intelligence. Mais le fait qu'il l'appelle knowledge, c'est sympa parce que ça enlève ce truc de si j'ai pas beaucoup d'intelligence, je dois jouer mon personnage comme un débile, ce que j'ai jamais vraiment trop compris, mais on peut comprendre au vu du terme choisi intelligence qu'il y a des gens qui le comprennent comme ça et qui jouent leur personnage comme un super imbécile et des fois c'est relou. Donc dire que c'est de la connaissance, je trouve que c'est pas mal. Ensuite on a, voilà, ici on retrouve nos armes et on retrouve cette histoire de proficiency dont on parlait tout à l'heure. Donc quand on jette nos dégâts, on jette notre dé d'armes, un nombre de dés d'armes égal à notre proficiency, et on voit que de base on sera à 1 et qu'on pourra en cocher d'autres. Ici on a notre starting, et en fait, mais oui, je suis bête, c'est comme un playbook en fait. Parce que vous voyez, ça c'est la fiche de personnage de l'ensorceleur, du sorcereur. Donc est-ce que ça veut dire que chaque personnage a une fiche de personnage différente? Attendez, on va prendre un guerrier, moi j'aime bien les guerriers. Mais oui en fait... ça c'est cool. Ça j'adore. Ça je kiffe bien. C'est comme un playbook de PBTA. On n'a pas la même feuille de personnage en fonction de notre classe. Alors on a la même configuration, mais regardez, si je prends par exemple l'ensorceleur là, ou je sais pas quoi, le sorcereur, eh bien je commence avec mon seuil de points de vie à 3, 8, 13, alors que si je suis un guerrier, je commence à 5, 10, 15. Ah ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool, parce que j'avoue que par exemple dans D&D, je trouvais ça sympa les gens qui s'étaient occupés de créer des feuilles de personnages custom pour chaque classe, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des classes, par exemple, il y a énormément de place qui est laissée au sort, alors peut-être qu'elles vont jamais avoir de sort, vous voyez. Voilà, en fonction de la classe qu'on joue, en fait, on n'a pas forcément besoin des mêmes informations, et là, c'est comme un PBTA, en fonction de notre classe, on n'a pas la même feuille de personnage. Ça, je trouve que c'est top. Et ça fait qu'on va avoir moins besoin du bouquin, du coup, potentiellement. En fait, je pensais que la différence entre les différents fichiers de classe, c'était la suite, parce que vous allez voir qu'après on a l'évolution de la classe, ses capacités, etc. Je pensais que c'était juste ça, mais la feuille de personnage en elle-même est différenciée. Donc ça, c'est vraiment cool. On va rester sur le guerrier, je préfère les guerriers. Donc on a notre truc de proficiency, on a les points de vie et tout, comme on en avait parlé au début. Ici, on a un endroit pour cocher notre espoir. Ici, on va pouvoir noter nos expériences. Donc les expériences, je vais tout de suite vous expliquer ce que c'est. Grosso modo, c'est une manière freeform d'écrire vos compétences. Au lieu d'avoir une liste de compétences, genre intimider, je sais pas quoi et tout, on va noter une expérience. Donc ça peut être un background, genre voleur de la guilde des brises-serrures. Ça peut être un entraînement spécifique, genre allons chasser de l'orque. Vous voyez, une sorte de punchline pour aller chasser des orques. Ça peut être toutes sortes d'expériences, en fait, de punchline, de trucs un peu libres dans la manière dont on va les écrire. Il faut se mettre d'accord avec le MJ. Donc, il y a un petit côté freeform. Et on va avoir un bonus, tout simplement, aux actions où ça s'applique. Donc, si j'ai, je sais pas, moi, monte en l'air plus 2, bah, quand je vais devoir escalader et tout, j'aurai plus 2. Et je trouve que c'est super cool. Et le fait que ça s'appelle expérience, j'aime beaucoup parce que ça veut dire que quand on va évoluer, etc., et qu'on va vouloir s'ajouter des expériences, en fait, bah on va pouvoir partir plutôt de ce qu'on a joué pour écrire nos expériences, plutôt que se dire « Ah, vas-y, je m'ajoute un bonus de 3 en escamotage, alors qu'honnêtement, je n'ai fait que me battre avec des orques depuis 3 sessions. » Et donc, du coup, ça permet aussi une évolution plus basée sur l'histoire que sur la classe. Les petits bonus un peu spécifiques et tout, bah, on va pouvoir se les ajouter en s'inspirant de ce qu'on a fait, comme dans un Skyrim ou je sais pas quoi, où plus on fait un truc, plus on devient fort. Alors il y a un autre truc que je trouve très stylé, mais pour l'instant je sais pas comment ça fonctionne, c'est comment on traque l'or au lieu de noter que j'ai 70 pièces d'or et tout. Je vais cocher apparemment en progression, donc d'abord c'est des mains pleines d'or, donc au début je sais pas, j'ai 3 cases d'or, puis j'arrive au niveau sac d'or, au niveau
coffre au niveau hordes, donc c'est, je sais pas comment on traduit hordes. Et à la fin, j'ai fortune, quoi. Et je pense que je vais pouvoir le dépenser comme ça, donc c'est une manière plus abstraite de traquer l'or, les trésors et tout, donc j'aime bien. Ici, on va noter notre armure. J'imagine que en fonction de l'armure qu'on choisit, ça va changer notre base score qui se trouve ici, et qu'on va, comme on l'avait dit tout à l'heure, pouvoir cocher des cases pour bloquer un montant d'armure qui va dépendre de l'armure qu'on a équipée, quoi. On a aussi, vous voyez, un Evasion, et ça c'est un peu comme la classe d'armure, entre guillemets, c'est le score que va devoir faire le MJ pour nous atteindre. Donc c'est un jeu où le MJ jette des dés quand même, mais qui est quand même asymétrique. Je sais pas à quel point encore. J'en suis pas arrivé à ça de ma lecture. C'est un jeu qui est asymétrique, mais voilà, le MJ jette les dés pour voir s'il touche et va devoir dépasser mon évasion. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup mon évasion ça représente toutes les manières que j'ai d'éviter les dégâts, mais pas mon armure. Mon armure c'est une autre mécanique, et ça il y a beaucoup de gens qui râlent. Alors bon, honnêtement, il y en a qui parlent de simulation là-dedans. Moi honnêtement je m'en fiche un peu de la simulation dans les jeux de rôle. Mais il y a des gens qui disent ouais c'est pas normal la classe d'armure, qu'est-ce que ça représente, etc. Bon bah là on a un truc un peu plus clair. On a est-ce que j'arrive à éviter les coups, et dans un second temps je peux dépenser de l'armure pour amortir les dégâts que j'ai pris en fait. Donc c'est séparé. On a de la place pour l'inventaire. On n'a pas l'air d'avoir des slots d'inventaire. Donc il n'y a pas d'enjeu un peu à la Shadow Dark ou à la Mouse Ritter de combien d'équipements je transporte. Et je pense que c'est logique pour de la high fantasy. L'enjeu n'est pas là. On n'est pas dans la survie, tout ça. A priori, je pense que ça n'est pas traqué. Là, c'est si on veut noter une armure ou une arme qu'on a. Ok, ça c'est les trucs actifs, ça c'est les trucs qu'on garde de côté. Bon, ça prend beaucoup de place. J'essaie de m'imaginer avec cette feuille devant moi. Déjà, c'est quoi le format de la fiche là? C'est pas du A4, hein. Comment j'imprime ça moi en fait? Sur un Miro, je me dis que ça va, mais sur la table, bon, je sais pas trop. Ensuite, on a les classes features, donc voilà, c'est comme un playbook en fait. J'avais pas fait gaffe. Ça c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment très très bien. Parce qu'en fait, en termes de création de personnages, c'est très cool parce que au lieu de dire aux joueurs, alors qu'est-ce que tu veux jouer? De lui donner le livre. Il est là, il feuillette, il fait ah je vais faire un guerrier et tout. Et ensuite tu fais bon bah prends ta feuille, je vais te dicter ce que tu dois écrire sur ta feuille. Donc note G+5 en bidule, nanana. Ça je trouve que c'est une des parties les plus chiantes de la création de personnages parce que non seulement il y a les choix qui sont pas toujours faciles quand on a beaucoup d'options, mais en plus il y a le fait de devoir écrire quelque part tous les choix qu'on a fait. Ça c'est vraiment très très relou. Alors on peut le faire sur ordinateur etc. Mais quand vous jouez avec vos copains là, vos potes, que vous leur dites venez on va faire un jeu de rôle, on fait une création de personnage, vous allez pas tous sortir vos ordinateurs et tout. Si c'est pas des hardcore, ça va les faire chier de se dire attends pour jouer à ton jeu je dois aller remplir des trucs administratifs sur internet. Là le format playbook moi j'aime bien. Donc on a les capacités de notre personnage qui sont directement sur la fiche. Et comme après, comme je vous le disais, on y viendra plus tard, nos capacités spéciales sont notées sur des cartes, bah c'est la même chose, on va juste prendre les cartes et les mettre devant nous quoi, plutôt que d'avoir à remplir la fiche avec toutes nos capacités spéciales. Donc ça c'est très très cool. Donc ça c'est le côté face, là c'est le côté dos de la feuille j'imagine. Donc c'est le guide de notre personnage. Donc on nous donne des suggestions pour créer le personnage. Donc là on a un guide de création de personnage, ok. Donc c'est du standard, enfin on place en fait des scores, il n'y a pas de génération aléatoire de nos scores etc. Et on nous propose une répartition de base pour la classe qu'on a. Donc si je suis un guerrier, il vaudrait mieux que je me mette plus 2 en agilité, plus 1 en force, 0 finesse, etc. etc. A priori. Ensuite, on nous suggère des armes à choisir, une armure, tout ça. On nous dit quel équipement on peut prendre, donc ça pareil, c'est comme dans Dungeon World. Et ensuite, on nous propose des exemples de mots-clés pour nous décrire. Ça, c'est vraiment cool. Genre, mes vêtements sont, et là j'entoure une option, genre royaux, je suis un noble. Mes yeux sont comme un feu, et comme des flammes. Ils émanent d'une chaleur. Ok, j'aime bien ce petit truc. Ensuite, on a des questions de background qui seront pas les mêmes pour les classes. Ça, c'est intéressant aussi. Parce que qui vous a appris à vous battre? Je pense pas que ce soit ça pour le sorcier, vous voyez. Ok, donc ça, c'est cool. Et ensuite, vous voyez, c'est écrit ici. Voyez avec votre MJ pour générer 2 expériences, comme on le disait, les trucs freeform dont on parlait plus tôt. Mais on reviendra sur la création de personnages après. Pour l'instant, je reste sur la fiche. Et ensuite, on nous propose de faire des connexions avec les autres personnages. Donc ça, c'est très PBTA. Je vois qu'il n'y a pas l'air d'avoir des cases à cocher un peu pour les connexions. Donc je pense pas que c'est un des... Là, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc pour traquer l'XP, vous voyez. Comme dans un PBTA, normalement, dans un PBTA, on se pose un peu des questions à la fin de la partie pour voir si on gagne de l'XP. Je sais pas comment on gagne de l'XP dans le jeu. Mais on nous propose quand même de faire des relations parce qu'on a envie tout de suite d'aller dans de l'émotionnel et tout. Et ça peut aider de déjà préparer le terrain. Et dernière partie de la fiche, c'est justement c'est la progression de personnage. Alors est-ce qu'ils nous disent comment on gagne de l'XP? Je n'ai pas l'impression. Par contre, ils nous disent comment on la dépense. Donc on va du niveau 1 au niveau 10 a priori. Au niveau 2, vous gagnez une nouvelle expérience. Ok. Au niveau 5, vous gagnez une nouvelle expérience. Vous pouvez enlever toutes les marques sur les character traits. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Il y a des marques sur les character traits. Ah oui, ici il y a des petits ronds. Je sais pas à quoi servent ces ronds. Ok. Donc et aussi ici on peut regagner une expérience.
Ok, donc de base déjà, on va gagner des expériences sans avoir à faire de choix. Enfin, on va devoir choisir quelle expérience on prend, mais c'est automatique. Parce que là, ici, je vois que c'est des trucs à cocher, donc j'imagine qu'on va devoir faire des choix. Et de base, on gagne quand même des expériences, donc ça permet de faire évoluer... Parce que les expériences, on va dire que c'est l'évolution la moins mécanique. Même si ça a une application mécanique, c'est assez narratif, j'écris quelque chose sur mon personnage, quoi. Donc ça, on en a forcément à certains niveaux clés, qui sont 2, 5 et 8. Donc ça peut nous faire penser à des paliers de jeu un peu en mode... héroïque, légendaire et tout, comme on avait par exemple dans Donjons Dragons 4ème édition, je pense, ou même dans Pathfinder, je crois qu'il y avait ça. Il y a l'air d'avoir un peu des paliers de niveau où voilà, ça change de 2 à 4, de 5 à 7, de 8 à 10. Quand vous gagnez un niveau, notez-le sur votre fiche de personnage, puis choisissez 2 options ici et cochez-les. Et donc, je pourrais gagner quoi? Je peux increase 2 unmarked character traits by +1. Ah, ok. Donc, je peux augmenter mes caractéristiques. Par exemple, cette option-là, je peux la prendre combien de fois? Je peux la prendre 3 fois. Donc, en fait, je vais vite monter en caractéristiques de base, quand même. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai +2 en force. Je peux utiliser un de mes trucs d'XP pour cocher ici cette case, paf, et passer à +3 en force. Mais une fois qu'elle est cochée, je ne peux plus le refaire tant que je suis entre le niveau 2 et 4. Et une fois que j'arrive au niveau 5, là, je peux nettoyer les marques des character traits et réaugmenter mes caractéristiques. Ok, c'est intéressant. Je peux gagner un hit point slot. Je peux gagner un stress slot. Donc, c'est les petits trucs là qui sont en pointillés. Je peux venir les remplir pour en avoir plus. Je peux gagner 2 expériences. Ah non, je peux augmenter 2 expériences de +1. Est-ce que ça veut dire... Est-ce que je peux en avoir une nouvelle ou je peux que augmenter celle que j'ai déjà? C'est simple. On va regarder combien j'ai de place pour mettre des expériences. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc en fait, je vais avoir un nombre limité d'expériences. Ça, je trouve... Ouais, ok. Je vais être limité. Donc, faut quand même bien réfléchir quand je choisis mes expériences, quoi. Pas écrire une connerie, genre... la soupe est délicieuse, bon... Il y a intérêt à ce que ce soit utilisé pendant la partie, parce que j'ai déjà grillé une de mes cartes. En gros, je vais pouvoir noter 5 expériences et les faire monter. Je vais en noter 2 au niveau 1, je vais pouvoir m'en ajouter une au niveau 2, une au niveau 5 et une au niveau 8. Et ensuite, quand je viens remplir les cases ici, c'est pas pour avoir des nouvelles expériences, c'est pour augmenter la puissance des expériences que j'ai déjà choisies. Ok, je peux augmenter ma proficiency. Donc le truc, le nombre de dés de dégâts que je jette. Je peux augmenter mon nombre d'armor slots ou augmenter mon évasion. Ah, c'est au choix. Donc ça change le gameplay, quoi. Soit j'augmente mes chances d'esquiver, soit j'augmente le nombre d'utilisations que j'ai de mon armure. Je peux augmenter mon threshold, donc les seuils de dégâts. Zen, ah oui, il y a un autre truc qui se fait automatiquement. Donc ça, en gros, je choisis de ces options. Par exemple, j'arrive niveau 2, je choisis une nouvelle expérience, je coche 2 cases ici, et enfin, j'augmente mon seuil de dégâts sévères de +2, et je choisis une nouvelle carte de domaine. Ah, ok, ok. Je me disais quand est-ce que ça va apparaître ces histoires de cartes là. Moi, c'est ça qui m'excite le plus. Mais en fait, j'en choisis quand même à chaque niveau. Donc techniquement, à la fin, je vais avoir... Enfin, je sais pas à combien de cartes je commence au niveau 1. Je vais avoir pas mal de cartes différentes avec des capacités spéciales. Ok. Ah, il y a un multiclassage. Honnêtement, je pense qu'on va pas le couvrir dans cette vidéo qui va déjà être ultra longue. Mais apparemment, c'est une possibilité. J'aimerais bien voir par exemple une autre classe. On va prendre l'opposé du guerrier qui est le magicien en général. Si je prends un magicien par exemple, apparemment au début j'ai les mêmes options. Ah si, au début j'ai exactement les mêmes options. Hein. Et quand je monte de niveau, est-ce que ça change? Donc apparemment l'histoire des cases etc. Là comme ça me semble être la même chose pour les 2 classes. Je sais pas si c'est pareil pour toutes les classes, mais en regardant 2 classes comme ça, je vais partir du principe que oui. Allez vas-y, on va regarder une 3e classe quand même vite fait pour voir. On va prendre, je sais pas moi, le séraph. Hein. Le séraph, je sais pas trop ce que c'est, mais ça a l'air d'être la même chose. Ouais, ça a l'air d'être la même chose. Donc à ce niveau-là, c'est la même progression, en fait. J'ai les mêmes options. En fait, la différence va vraiment se faire avec les cartes. C'est vraiment ça qui va différencier les personnages, je pense. Ok, très bien. Donc je reviens sur mon guerrier. Donc ça, c'était la feuille de personnage. Ensuite, j'ai une fiche d'équipement. En fait, il faut se dire que tout ça, c'est pas la fiche de personnage, bien sûr. En fait, c'est ces 2 trucs-là, la fiche de personnage, qui va venir se compléter avec les cartes que je vais choisir. Mais le document PDF complet me donne en fait manière de faire progresser mon personnage et tout ça. Donc ensuite là j'ai la liste des équipements de base dans lesquels je vais pouvoir venir choisir. Donc on voit que les équipements c'est très simple. Il y a un nom, un trait, donc ça va être la caractéristique utilisée. On voit qu'il n'y a pas que la force et l'agilité, il y a aussi la présence. Ok, donc utiliser une rapière c'est le charisme. Why not? La dague, c'est la finesse. Le quarterstaff, c'est l'instinct. Donc les armes à distance, non, c'est même pas armes à distance, agilité, nanana. En fonction de l'arme, genre vraiment, l'arc court, c'est l'agilité. L'arc long, c'est l'agilité. Mais l'arbalète, c'est la finesse, vous voyez. Et il y a des armes, ah oui, il y a des armes de knowledge, donc des trucs de magie. En gros, la baguette magique et le bâton. Donc voilà, en fonction de l'arme que je choisis, c'est pas la même caractéristique qui est utilisée. Ensuite, on a une portée. Alors, on a quoi comme portée? On a mêlée, very close. C'est différent de la mêlée, ça? Non, ça a l'air d'être plus que la mêlée, puisque on parle d'une hallebarde, donc
c'est censé avoir une meilleure portée quand même qu'une dague, par exemple. Donc mêlée, ce serait le plus court. Very close, ce serait un peu plus grand. Et ensuite, on a far. Donc ça, c'est pour les armes à distance. C'est very far, potentiellement. Donc on est sur des distances abstraites à la Shadow Dark, à la Dungeon World, etc. Donc ça, je trouve que c'est cool. Honnêtement, compter des cases, j'aime pas trop, perso. Feature. Donc on a des capacités spéciales. Alors tout n'a pas une capacité spéciale. Quand on a une arme large, on a moins d'agilité, a priori. Quand on a une arme massive, un dé supplémentaire, mais on a moins d'agilité. Et donc, honnêtement, là, comme ça, je peux pas parler d'équilibrage, mais tout de suite, ça me semble un petit peu compliqué à décrypter. J'ai envie de regarder. Une hache de bataille. J'ai pas de malus particulier, je fais D10 plus 2. C'est exactement pareil qu'une épée large, sauf qu'une épée large. J'ai moins 1 d'agilité, mais je jette 2 dés et je drop the lowest. Par contre, j'ai les mêmes dégâts. Mais comme j'attaque à la force, ça a l'air d'être carrément mieux. Après, à voir à quel point je vais devoir faire des jets d'agilité. C'est toujours ça la question. Mais bon, on a voilà, des petites variantes. Clairement, par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les armes à 2 mains ont l'air de vraiment faire plus de dégâts, parce qu'elles font minimum 3 de dégâts, vu qu'elles ont des plus 2. Ce qui fait que ça évite un petit peu le côté qu'on peut avoir parfois de je jette un D12 de dégâts et je fais un 1. Et l'autre, il utilise son épée courte et il fait un 6. Enfin, on est sûr d'avoir quand même un certain avantage avec les armes qui ont un plus 2, quoi, je trouve. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi ici c'est écrit physical? Ça doit être une typo, parce que j'imagine que phi ça voulait dire physical. On a des trucs qui réduisent l'évasion. Ah ouais, un arc long, ça réduit ma classe d'armure de l'avoir en main. Donc il y a quand même un intérêt à changer d'arme. Ça peut être... Vous voyez, ça c'est le genre de mécanique. Comme ça, je trouve que c'est stylé. Mais ça ajoute de la complexité. Genre, petit à petit. Je dois compter mes points d'espoir. Quand je change d'arme, je dois me souvenir que les propriétés des armes ont changé. Bon. Faut voir si petit à petit il va pas y avoir beaucoup de choses. C'est quand même assez crunchy quand même. C'est pas non plus le pire truc, mais il y a des petits trucs, quoi. Il y a des petites choses à droite à gauche. Le bouclier, ça augmente l'armure. Ok, c'est intéressant. Et le Tower Shield, donc la pavoie, quoi. Ça augmente de 4 l'armure, mais ça réduit la classe, pas la classe d'armure. Faut que j'arrête de dire ça, mais c'est parce que ça me fait penser à ça tout de suite. Mais l'évasion, donc l'esquive entre guillemets. Donc ouais, il y a quand même des petits détails à choper et tout, à voir à quel point. J'aimerais bien voir à quel point c'est impactant. Et à quel point on va changer de stratégie en fait. Parce que souvent le problème des armes, c'est qu'on choisit une arme et ensuite, voilà, en fait, on s'en fout. Hein. On l'utilise tout le temps et on va jamais changer d'arme. Est-ce que tous ces petits effets vont nous inviter à changer d'arme, tout ça? Je sais pas trop. Donc les armures, elles vont de 3 à 9. Donc armure légère, c'est 3. Full plate armor, c'est 9. Mais ça réduit mon évasion, ça réduit mon agilité. Ok. Faudrait voir à quel point... j'ai aucune idée à quel point les monstres touchent facilement, s'ils ont des gros bonus. Je sais même pas quel dé il faut jeter pour le MJ, honnêtement, à ce stade. Donc j'aimerais bien savoir à quel point on a envie de trade, augmenter les chances d'être touché pour avoir de l'armure et vice-versa. Je pense que ça dépend de notre classe, hein, tout simplement. Par exemple, si je regarde le guerrier, donc le guerrier, a priori, il a 10... de base d'évasion, donc le MJ doit faire 10 plus pour me toucher. Si je prends par exemple une classe qu'on peut imaginer assez agile, etc., genre le Rogue, il a 12. Ok. Et le magicien? Le magicien, s'il vous plaît, je demande au magicien. Le magicien, il a 8. Ok. Donc ça, le magicien a quand même 20% de chance en plus, si c'est un D20, je sais pas ce que ça va être comme dé. Et si c'est un D20 qu'on jette pour savoir si on est touché, il a quand même 20% de chance en plus d'être touché que le rogue, par exemple. C'est intéressant. Ok, très bien. Donc on a l'équipement, après on a le playguide qu'on a vu tout à l'heure, et après on arrive sur les cartes. Alors je me garde les cartes pour plus tard. J'ai envie de regarder le downtime. Le downtime représente les moments où on va pouvoir se reposer, tout ça. Donc short rest. Chaque joueur peut échanger ses cartes pendant le downtime. Donc ça veut dire qu'on va avoir un loadout, donc c'est les cartes qu'on a en main et qu'on peut utiliser, et on va avoir des cartes qui sont dans le vault, donc dans la réserve, et au moment où on se repose, on va pouvoir changer gratuitement les cartes qu'on va avoir en main ou non. Ce qui signifie que, en fait, ça je le sais déjà, vous voyez par exemple sur les cartes ici, il y a un petit truc qui est écrit, c'est 1 éclair là, en fait c'est le coût de l'échange de cette carte. Genre admettons, pour l'instant, moi je suis en Deft Maneuvers, j'ai cette carte en main, donc je peux utiliser les capacités de Deft Maneuvers. Et là, je me dis, j'aurais bien besoin de la carte See It Coming, mais elle n'est pas dans ma main. Si je veux la mettre dans ma main, je pense que je dépense 1. Ou alors, est-ce que c'est l'inverse? C'est pour remettre la carte? J'imagine que le coût, c'est le coût pour la mettre dans ma main, pas pour la ranger. Ou alors, est-ce que je paye le coût des deux? Genre, par exemple, je vais échanger I See It Coming, qui a 1 de coût de stress, c'est du stress qu'on dépense ici, pour le remplacer par Ferocity qui a 2 de coups. Est-ce que je paye 3 pour faire l'échange? Je ne sais pas, honnêtement. Mais voilà, en gros, en combat, quand on n'est pas en repos, en fait, tranquille, je peux pas échanger mes cartes comme je veux. Quand je peux le faire quand je suis en repos. Je peux me soigner de quelques points de vie, je peux
me retirer du stress, je peux réparer mon armure ou je peux me préparer. Et lorsque je me prépare, je gagne de l'espoir. Ah, ça c'est intéressant. Je commence déjà à stacker de l'espoir pendant mon repos. Et je peux faire quoi? Tac, 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 tac. Je peux choisir 2 options parmi celles-ci. Donc je peux pas faire tout ça à chaque repos court. Donc ça c'est cool. J'aime bien. Long repos, j'imagine que c'est pareil mais en amélioré. Je récupère tous mes points de vie, je récupère tout mon stress, je répare toute mon armure, oui. Je me prépare. Si je choisis de me préparer avec un ou plusieurs autres membres de mon groupe, on peut récupérer tous les deux 2 de hope. À quoi ça sert ça? À quoi ça sert? Ah bah oui, ça force un autre joueur. Peut-être qu'il y a aucun. Il faut que j'arrive à convaincre un autre joueur de le faire avec moi, puisque lui aussi, il va pouvoir choisir 2 de ses options. Effectivement, s'il y a plusieurs personnes qui décident de prendre la solution se préparer, ça va bénéficier plus à tout le monde. C'est genre hyper fort parce que ça fait 2 chacun. Ouais, donc en gros, ça double l'effet. Ça double l'effet. Et du coup, je sais pas, est-ce que c'est censé être une incentive à faire du roleplay? Genre, est-ce que c'est censé nous inviter à roleplayer le fait qu'on se prépare tous les deux et à jouer une courte scène de préparation ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment purement tactique? Bon. Et on peut travailler sur un projet quand on est sur de la long rest. Et donc, on pourrait faire establish or continue work on a project. The GM might ask for a role to determine how much. Il y a l'air d'avoir une mécanique de clock ou de tracker, de trucs longs un peu à la Iron Thorn ou à la justement la Blade in the Dark. Ou si on a des longs projets et tout, on va pouvoir les faire avancer tout ça. Donc, ok, pourquoi pas. Ok, donc là, on a fait. Après, on va aller sur les cartes. Et donc, j'aimerais bien qu'on regarde juste ce que c'est une création de personnage. Du coup, maintenant qu'on a vu la feuille de personnage, les étapes. Donc ça, normalement, je l'ai déjà lu dans le playtest manuscript. C'est quand même plus sexy de lire les aides de jeu là que le playtest manuscrit. Hein, on va pas se le cacher. On choisit une classe, c'est la première chose. Donc c'est un jeu à classe. Hein. Forcément qu'on choisit la classe en premier puisque ça détermine notre feuille de personnage, a priori. Donc j'imagine qu'en amont, on réfléchit d'abord à qui on veut jouer, on regarde les classes, on se discute, etc. Ensuite, quand je commence à vraiment créer mon personnage, bam, je choisis ma classe. Donc il y a quoi comme classe en fait? On va aller regarder parce que moi je les ai vus mais je ne m'en souviens pas. Classe, character creation, nanana. Qu'on a le bard, le druide, le gardien, le ranger, le séraph, le rogue, le sorcier, le guerrier et le magicien. Donc en gros, je dirais que le séraph, c'est le paladin. Donc en fait, on a plus ou moins nos classes classiques, quoi. Le séraph, c'est le paladin ou pas, parce qu'en fait, on a le guardian. Donc le séraph, c'est peut-être une sorte de priest. Ouais, c'est pas exactement les classes de D&D, en fait. C'est pas exactement les classes de D&D, j'ai l'impression. Ils ont pas juste décliné. Il y a des variantes, mais on est quand même sur nos trucs classiques de fantasy. Donc on choisit une classe. Ensuite, on choisit une subclasse. Chaque classe a un nombre de subclasses, parmi lesquelles il faut choisir. Alors, je sais pas combien il y en aura à la fin, mais là, dans le playtest, on en a 2 par classe. Donc, si je prends un bard, je peux choisir d'être un wordsmith, donc un forge-mot, ou un troubadour. Et donc, c'est pas la même flavor, la même fantasy exactement, puisque wordsmith, c'est je fais des jeux de mots, je captive la foule, je suis un beau parleur. Le troubadour, je suis plutôt le musicien qui va galvaniser ses alliés. Donc, on a ça à chaque fois. Et du coup, si je regarde le gardien, là, à la base, c'est le protecteur, enfin, je pense. Il est là pour protéger les autres, mais il peut choisir Stalwart, donc il va prendre des gros coups et continuer à se battre, donc c'est vraiment plus le rempart, quoi. Et la vengeance, c'est si je veux abattre les ennemis qui me font des dégâts ou font mes alliés. Donc ce sera pas le même gameplay, pas exactement la même fantasy. Et du coup, le séraph, c'est quoi? Soit je joue une sentinelle ailée, je peux voler et frapper depuis les cieux, ok. Soit je suis Divine Wielder, et donc, j'ai des pouvoirs pour contrôler le champ de bataille et avoir une arme légendaire. Donc c'est marrant parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de prêtre en fait. Est-ce qu'il y a vraiment un truc genre où c'est fait pour soigner? Ah bah oui, c'est plutôt le druide du coup. Donc il y a un petit twist là-dessus. On n'a pas vraiment le prêtre qui soigne. Parce que le séraph, là, j'ai plutôt l'impression qu'il tabasse, quoi. Donc c'est pas un paladin non plus. C'est vraiment un truc à part entière. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui soignent? Peut-être le troubadour, puisqu'il vient aider ses alliés, tout ça. Mais ok, très bien. Donc voilà, on a... Attendez, je compte très mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 classes avec 2 subclasses. On a de base 18 choix possibles dès le départ. Avec le jeu tel quel. Si ça tombe, il y en aura plus à la sortie, ou alors avec les suppléments, si le jeu marche bien, évidemment qu'il y en aura plus. Je sais pas, voilà, si là c'est tout ce qu'il y aura dans le livre de base ou si c'est que pour le playtest. Ensuite, on choisit un héritage, donc on rajoute une autre variable qui va faire qu'on va avoir des personnages différents. Donc c'est à la fois, on choisit une ancestry, donc une race, hein, grosso modo, et une community card. Donc plutôt un truc de culturel. Donc ça nous permet de changer encore un peu notre personnage.
Ensuite, on va répartir nos caractéristiques. Ensuite, on note nos thresholds, etc. Bon, ça, c'est pas des choix qu'on doit faire. Hein. On commence avec 2 d'espoir au début. Donc c'est cool parce que la création de personnage va être très rapide. Je pense que l'étape la plus longue, c'est de faire le choix de la classe qu'on veut. C'est les choix, mais c'est pas de calculer et d'écrire des trucs sur notre feuille de personnage. On a vraiment toutes les étapes sur le playbook. Donc ça, c'est assez cool, je pense, pour des parties de démonstration. Le document est plutôt bien fait. Choisir une arme de départ, choisir une armure de départ, choisir un inventaire, choisir des descripteurs. Take domain deck cards. Donc chaque classe est faite de 2 domaines. Donc ça, je l'avais déjà vu. Je l'ai pas relevé tout à l'heure, mais vous voyez, par exemple, le guerrier, c'est le domaine de la lame et le domaine des os. Et si je vais sur le Séraph, lui, il est domaine Splendor et Valor. Donc c'est un peu des, on va dire, des tropes, quoi. De quel genre de pouvoir et tout j'ai. Et donc, à chaque fois, c'est une combinaison de 2, et ce qui fait que certaines classes vont se chevaucher, se croiser entre elles, en fait. Avoir peut-être des capacités qui vont être les mêmes. Donc là, ça peut créer une discussion si on n'a pas envie d'avoir les mêmes, si on a pris 2 classes un peu semblables. Mais bon. Donc, chaque classe est faite de 2 différents domaines. Choisissez 2 cartes au total de niveau 1 parmi celles des domaines que vous possédez. Vous pouvez partager ces decks avec d'autres classes. Si vous le faites, discuter avec les autres pour voir si on se marche pas trop sur les pieds. Je pense que c'est pas un problème en soi qu'on ait les mêmes cartes mécaniquement parlant. Je pense pas que ça va déséquilibrer le jeu, c'est pas ce qu'ils ont l'air de dire. C'est vraiment s'assurer que voilà, si on est-ce que l'autre ça lui va qu'on ait la même capacité, parce que souvent on aime bien faire des trucs complètement différents. Ensuite, on répond aux questions de background, on choisit 2 expériences qu'on écrit nous-mêmes, l'une commence à +1, l'autre à +2. Donc c'est des bonus qu'on aura quand on considère que cette expérience, ce vécu qu'on a, nous donne le bonus. Et ça peut être pour tout et n'importe quoi, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on pourrait se dire, ça va être les compétences comme dans D&D, mais non, ça peut vraiment être lié au combat en fait. Il n'y a pas de séparation stricte des expériences de combat, des compétences et tout. Notez votre nom, etc. Créez vos connexions et voilà, vous êtes maintenant prêt à jouer. Et ici, on a des idées de noms, tout ça. Un générateur de dieux. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de dieu de base. Donc, il y a un côté world building au début. Ensemble, on pose quelques bases et tout. À la Dungeon World. Je ne sais pas s'il prévoit de mettre un setting après complémentaire. Mais honnêtement, je ne pense pas au vu de ce que je lis pour le moment. Et je ne pense peut-être pas non plus au vu du nombre d'Ancestry. Bah, allons-y, allons sur les cartes. Donc là, on a plein d'Ancestry. Donc là, on est vraiment dans la fantasy en mode trop lolo. On est tous les animaux de la Terre, je sais pas quoi. Mais au moins, tout le monde peut aller chercher ce qu'il veut là-dedans. Ce que je me dis immédiatement, c'est que si moi j'avais envie de jouer un truc humano-centré, j'aurais beaucoup de mal à convaincre mes joueurs qui se diraient pourquoi on n'a pas le droit de choisir les autres Ancestry. Surtout que chaque Ancestry donne une capacité spéciale. Donc voilà, le parti pris, ça reste ce truc de ouais, on est tous de peuples différents, etc., etc. Très coloré, avec beaucoup d'animaux et tout. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. C'est pas la fantasy que je préfère. Non, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que ce soit des cartes, en fait, que ce soit très coloré. Et je vois déjà, enfin, je peux imaginer certains joueurs et joueuses avec lesquels j'ai pu jouer qui adoreraient avoir ces cartes. Avec des images, tout ça, ça rend le truc quand même assez sympa visuellement à la table par rapport à la fiche d'imposition que sont la plupart des fiches de personnages en fait, de jeux de rôle. Donc on a des robots, on a des grenouilles, on a tout, et à chaque fois il y a une capacité spéciale. Donc on va en regarder 2-3. Par exemple, si je suis un clank, donc une sorte de robot, je suis designé pour une fonction particulière. Décidez pourquoi vous avez été créé. Quand vous créez votre personnage, vous gagnez une expérience liée. Et ben voilà, c'est simple, efficace, ce truc d'expérience. Juste si je suis un robot conçu pour le transport, et ben j'aurais porté des charges lourdes, +1 par exemple. Je kiffe. Franchement, je kiffe. Le rebet, donc la sorte de grenouille, je suis amphibien, donc je peux me déplacer sous l'eau et respirer. Easy à comprendre. Longue langue, vous pouvez utiliser votre longue et puissante langue pour attraper des choses à distance. Vous marquez du stress pour l'utiliser comme une arme de finesse. Ok, je peux aussi me battre avec. Et là, je dépense du stress. Démon. Enfin, Daemon. Sans peur, quand vous roulez un dé avec peur, vous pouvez décider de marquer du stress pour empêcher le MJ de gagner de la peur. Il y a l'air d'avoir plein de petites sous-mécaniques, genre croustillantes. Je pense qu'il y a un côté très board game, pardon, qui va beaucoup plaire, tout autant que ça va faire fuir complètement des gens. C'est-à-dire que je connais des gens pour qui la moindre règle, ça les sort de l'immersion et ça leur casse leur plaisir de jeu de rôle et en fait, ils sont plus là juste pour interpréter. Ils vont pas du tout aimer ce jeu, ça c'est une certitude absolue. Mais moi, ça m'excite un peu. En fait, voilà, c'est différent de ce que je fais d'habitude, donc c'est pour ça que ça m'intéresse. J'aimerais bien avoir un système un petit peu plus crunchy qui soit go-to, que je peux sortir facilement. Là où Shadow Dark, je le sors facilement, mais c'est vraiment pas... c'est le
le jeu minimaliste de survie où on crève en 2 secondes, etc. Là où le système d'Otherscape, je le vois plus se déployer sur un truc très centré sur les personnages, très narratif avec des gens qui aiment bien inventer des traits, etc., etc. Là, on a un côté tactical et tout. Alors le problème, c'est qu'en réalité, moi, ce que je m'imagine en fait là, avec qui je jouerais à ça dans mon fantasme quand je vois ce jeu, dans quoi je me projette, ce serait avec mes potes, avec les potes avec qui je joue. Plus si souvent en physique, mais je les verrais très bien jouer à ça parce qu'ils aiment bien les jeux de société, tout ça. Le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit en français. Il faudrait que ce soit en français. Sinon, ça peut être un peu relou. Bref, j'avance, mais là, on a quand même combien d'Ancestry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Donc voilà, si tu trouves pas un bonhomme où tu te dis ça, c'est mon animal fétiche, je suis content, vraiment très très exigeant. Alors ça, c'est un bon truc. J'ai envie de voir un personnage qui a des ailes peut marquer du stress pour s'envoler jusqu'à son prochain truc. Je me disais, ouais, avec tous ces animaux et tout, est-ce qu'il va pas y avoir des trucs bizarres? Genre la capacité de voler, est-ce que c'est pas broken et tout? Et donc ça, c'est marrant parce que on se dit, un personnage qui a des ailes, il devrait toujours pouvoir voler. Mais non, là, il faut utiliser du stress. Pourquoi pas? Je pense que c'est à partir du moment... Ah, c'est jusqu'à votre prochain jet avec Fear. Et on gagne de l'évasion quand on vole. C'est quoi un Fearbolg? Ça ressemble à un homme vache. Natural Calm. Quand vous devez marquer du stress, jetez un D6. Sur un 6, vous ne prenez pas de stress. Ok, simple, efficace. En vrai, il y a un potentiel un peu de cara building et tout qui peut être très sympa. Mais ce que je trouve super cool, c'est que j'ai pas l'impression que c'est trop... Il y a 50 trucs de maths, en fait. C'est quand même cadré. Mais je pense qu'il y a quand même plein de combinaisons différentes. Je sais pas comment dire. Ça me semble accessible. Vous voyez, moi, ça me fait peur les Pathfinder, seconde édition, etc. Alors, je sais qu'il y a des gens qui kiffent ça, mais moi, honnêtement, immédiatement, ça me rebute. Je me dis, il y a 1 milliard de trucs. Je vais devoir flip back and forth in the book pour aller voir partout et tout. Et ça va faire des plus 2 par-ci, des plus 3 par-là. Là, c'est des cartes, c'est cadré, donc évidemment beaucoup moins de liberté créative, beaucoup moins de complexité, etc. Mais il y a quand même du crunch. Mais voilà, c'est plus... J'ai l'impression que c'est plus abordable. Ça peut me donner envie de jouer à ce genre de jeu avec vraiment du cara building, alors que de base, c'est pas mon truc. En réalité, c'est pas ça que je recherche. J'aime bien par exemple le cara building dans City of Mist et tout, dans Tokyo's Escape et potentiellement Legend of the Mist, on verra quand il sort, parce que oui, j'aime bien créer mon personnage, etc. dans l'idée, mais j'aime pas avoir à lire tout un bouquin rempli d'options en fait. Là, c'est plein d'options mécaniques différentes. C'est pas juste des trucs de saveur, j'écris un trait, mais ça me semble plus simple. Je choisis une Ancestry, j'ai une capacité, je prends la carte, je la pose à côté de ma feuille. Par contre, je me demande comment physiquement ça va fonctionner. Est-ce que quand ils vendront le jeu, ce sera vendu avec toutes les cartes? Est-ce qu'il faudra l'imprimer? Combien d'exemplaires de chaque carte on aura dans la boîte? J'imagine qu'on n'aura pas 50 000 et que ça va être un bon business model, ça. Simia. Simia ressemble à des anthropomorphic monkeys. Vous avez un avantage pour les jets d'agilité quand vous balancez, vous grimpez, et avez +1 à vos jets d'évasion. Ok. Ensuite, on a... Donc là, c'est comment ça s'appelle? Les community cards. Donc là, c'est encore autre chose. C'est plus notre ancestry, c'est plus une sorte de culture. Donc pareil, une capacité. Je trouve ça cool. Je trouve ça simple, efficace, et ça me donne envie de jouer des trucs différents. Parce qu'en soi, savoir que j'ai +2 en escamotage parce que j'ai fait partie d'une guilde de voleurs, ou que j'ai +2 en lire des livres, bon, ça révolutionne pas mon truc. Alors bien sûr, en termes de roleplay, etc., ça a des implications. Mais aller voir dans le bouquin ce que ça me donne, j'en ai rien à foutre. Alors que là, la petite capacité, ça me donne plus envie de m'intéresser à chaque option. Par exemple, si je suis un highborn, j'ai un avantage à tous les jets pour négocier, etc., avec des nobles, négocier des prix, utiliser ma réputation, etc. Et j'ai un peu plus d'or dès le départ. C'est plus situationnel que +2 en persuasion, vous voyez. +2 en persuasion. Si je prends un voleur, si je prends un marchand, ou si je prends un noble, j'ai +2 en persuasion. C'est la même chose dans certains jeux. Là, non, c'est dans certaines circonstances. Ça, j'aime bien. Alors, ça aurait pu se traduire par un avantage-désavantage dans d'autres jeux, hein, qu'on s'entende. Mais là, c'est moins au MJ de décider. C'est vraiment une capacité qui vient s'ajouter sur ma fiche, et je vais avoir peut-être plus de chances de vouloir utiliser cet avantage, en fait, je pense. 6 bornes. Une fois par session, vous pouvez, quand vous prenez un repos court ou long, vous pouvez prendre une action supplémentaire. Alors là, je vois vraiment pas bien le lien entre le fait d'avoir vécu en mer et d'avoir un bonus lorsque je me repose. Je vois pas de truc direct là comme ça. Pourquoi pas? Même s'il y a un jeu de mots avec Safe Harbor, hein, on est d'accord, mais je sais pas, ça me semble bizarre. Loreborn, vous avez des avantages pour tous les jets d'histoire, culture, etc. Ok, Wildborn, votre mouvement est naturellement silencieux, vous gagnez un avantage pour vous déplacer sans être entendu. Vous pouvez dépenser de l'espoir pour aussi donner cette capacité à un allié qui reste près de vous. Ah, ça c'est super cool, je trouve.
Ça, c'est super cool. Ça donne un côté que des fois, on a un peu ces situations où il y en a un qui veut partir en éclaireur, les autres veulent suivre et tout. Là, en fait, ça invite à en emmener qu'un. Je sais pas comment dire, à dire, bon, toi, je t'emmène avec moi, mais les autres, vous restez derrière. Je trouve qu'il y a une incitation comme ça. Wanderborn, Nomadic Pack. Ajoutez un pack de nomades à votre inventaire. Une fois par session, vous pouvez dépenser un point d'espoir pour aller chercher dans ce pack et sortir un objet commun utile dans n'importe quelle situation. Ça, je trouve que c'est ultra stylé. Et ça, je trouve que ça colle beaucoup plus que Seaborn. Seaborn, honnêtement, je l'ai pas compris. On va pas tous les regarder. Hein. Et ensuite, du coup... Donc ça, c'est gratos. Hein. Enfin, comment dire, je choisis une carte parmi d'Ancestry, une carte de culture. Et après, je dois choisir 2 cartes parmi les capacités niveau 1, soit du domaine Blade, soit du domaine Bone, je pense. Alors déjà, je choisis une carte qui est celle de ma subclasse. Donc, je suis guerrier. Mes capacités de guerrier sont déjà sur ma feuille. J'ai pas de carte pour ça. J'ai pris la fiche de personnage guerrier, j'ai mes capacités de guerrier. J'ajoute à ça ma carte de subclasse. Donc par exemple, je prends, je sais pas moi, Call of the Slayer comme choix. Et donc j'ai une capacité spéciale de cette subclasse. Ensuite, je vais choisir un truc de niveau 1 parmi Not Good Enough, Retaliation, Whirlwind, I See It Coming, Nimble and Death Maneuvers. Non, je vais en choisir 2 parmi ces 6 là. Donc au total, j'aurai 5 cartes, si je me plante pas. 2 qui sont des cartes de capacité, qui sont pas vraiment pareilles, vous voyez. Celle-là, je l'aurais toujours, elle fait pas partie de ma main. Je la laisse toujours à côté de moi. Pareil, ma carte d'Ancestry et ma carte de culture, elles sont toujours là, quoi. Tandis que celles-là, elles sont dans ma main et du coup, j'en aurai un nombre limité quand je vais monter en niveau. Au bout d'un moment, il faudra que je fasse des choix. Par exemple, je prends Call of the Slayer. Qu'est-ce que ça fait? Sur un jet avec espoir, je peux choisir de placer un D6 sur cette carte. Il va falloir que je pense, si je joue en physique, à avoir plein de dés autour de moi, tout ça. Et je me demande, voilà, aussi en ligne, comment je vais faire, etc. Ça va être un peu une galère au départ, je pense, de rendre ça visuel. Mais en gros, je pose un D6 sur mon truc. En fait, j'aurais pu avoir une coche, quoi. Pourquoi ils me disent de mettre un D6? Bah, c'est juste pour pas que je crade les cartes, en fait. Tout simplement, si je commence à écrire sur les cartes. Mais ok, je pose un D6 à la place de prendre l'espoir. Donc, c'est un choix. Soit je prends mon point d'espoir, soit je pose un D6 sur ma carte. Je peux stocker un nombre de D6 équivalent à ma proficiency, donc qui est de 1 au début. Et ensuite, je peux prendre autant de dés que je veux dans ce pool que j'ai stacké au moment où je fais une attaque ou un jet de dégâts pour ajouter cette valeur au total. Donc c'est-à-dire que je peux augmenter mes chances de toucher ou mes dégâts. Et ensuite, les dés sont dépensés et je les perds. Et à la fin de la session, si j'ai encore des Slayer Dice sur ma carte, je gagne ce nombre de points d'espoir. Ok, donc c'est ultra spécifique, mais j'adore. C'est vraiment unique. Bon, j'imagine qu'il y a d'autres trucs qui font ça. J'ai envie de regarder une autre classe. Enfin, je peux aussi regarder l'autre. Mais j'ai envie de voir si toutes les classes ont un peu une option comme ça avec des D6 qui se stackent. Si c'est le cas, bon, c'est un petit peu moins rigolo. Mais sinon, s'il y a un truc un peu original comme ça pour chaque subclasse, franchement, c'est stylé. Par exemple, le Winged Sentinel. Donc là, c'est un spellcast, je sais pas trop ce que ça veut dire, basé sur la force. Vous pouvez dépenser de l'espoir pour vous envoler jusqu'à votre prochain dé de peur. Donc c'est la même mécanique que pour la fée qui peut déjà voler. Donc par exemple, ce serait un peu bizarre de prendre la Winged Sentinel plus la fée. Je me dis, bon. Quand je vole, je fais un des 8 points de dégâts supplémentaires avec mes attaques. Je peux dépenser un point d'espoir supplémentaire pour récupérer une autre créature qui fait à peu près ma taille ou qui est plus petite pour aller sauver des gens et tout. Et c'est ultra stylé en termes de fantasy. En fait, ce que je trouve vraiment cool, c'est que ça donne... avec des mots simples, il n'y a pas de je peux porter un poids de je sais pas quoi, etc. Ça me donne tout de suite une idée d'action épique que je peux faire. Et ça, c'est cool. Par contre, ce que je me dis, c'est que du coup, ça a toujours été mon problème avec les jeux avec beaucoup de mécaniques. En soi, c'est pas grave qu'on se le dise, mais moi, ça crée une sorte de friction. Mais voilà, il faut se faire à cette idée. Ce que ça veut dire, c'est que si je suis une fée, je peux pas porter les autres gens par défaut. Ou alors le MJ va me demander un jet de dés supplémentaire, quoi. Ça augmente mes chances d'avoir de la peur, mais en même temps, je peux gagner de l'espoir. J'ai plus de chances d'avoir de l'espoir que de la peur. Mais en gros, si j'ai cette capacité, en gros, je peux voler, et en plus, gratuitement, je peux ramasser des gens. Ah non, je dépense de l'espoir quand même. Si je suis une fée, je peux voler, mais je peux pas faire ça. Ou alors il faut le gérer avec la mécanique de base. Je sais pas. Là comme ça, pour moi il y a une sorte de petite friction, mais pardon, c'est vraiment du pinaillage niveau 70 milliards. Non vraiment, je trouve ça très stylé. Alors on a combien d'options à chaque fois? Bon, à chaque niveau, on a à peu près 2 options par domaine. Ah, et notre subclasse évolue. On ajoute des nouvelles cartes. Ah non, on gagne des spécialisations. Ah, ça c'est pour le multiclassage, c'est-à-dire que en montant de niveau, ma subclasse augmente, mais je pourrais aussi décider de changer. Bon, il y a l'air d'avoir quand même beaucoup d'options. Je me dis qu'à chaque niveau, j'ai que 2 options par domaine, mais en réalité, c'est 4 options vu que j'ai 2 domaines. Donc à chaque niveau, je peux choisir 4 trucs différents. Donc on va avoir quand même des personnages qui vont pouvoir être quand même très différents, je pense. Et puis si le jeu grossit, fonctionne et tout, ça va devenir une folie en termes d'options, je pense. Non, vraiment, là,
en fait, je pense que je vais le tester à distance. Je pense que je vais le tester à distance, ça me semble vraiment trop stylé. En plus, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont kiffer. Je pense déjà à quelques joueurs qui aimeraient bien jouer, manipuler des cartes, tout ça. Bon, après, sur un Miro, je sais pas comment on mettrait ça en place, ce serait sûrement une galère sans nom. On a fait un peu le tour des trucs de base. On va maintenant aller dans les trucs un peu plus loin. J'ai envie de voir ce que c'est, ces histoires de jet de dés spéciaux. J'ai sûrement survolé des choses, hein. Même dans la création de personnages et tout, j'ai dû rater des trucs. Et on commence à avoir une idée du truc. Moi, pour l'instant, la grosse zone de flou que j'ai, c'est ces histoires de comment le MJ, lui, il joue là. Parce que pour l'instant, au niveau des personnages, et enfin des joueurs, c'est ultra stylé. Genre, je trouve ça ultra excitant. En tant que joueur, ça me donne envie d'être joueur à ce jeu. Bon, moi, je suis rarement joueur, mais avoir les cartes et tout, là, je trouve ça cool. Maintenant, en tant que MJ, qu'est-ce que ça va donner ? On va essayer d'aller un peu plus dans le nitty-gritty, aller voir des monstres, aller voir des types de GD, etc., etc. Ok, donc là, je vous passe un petit peu rapidement ça. Je viens de regarder vite fait, ce que j'avais pas encore du tout regardé. Il n'y a pas grand-chose de très intéressant. On nous parle de G un peu spécifiques. La seule chose à retenir, c'est qu'il y a quand même un G pour attaquer. J'avais un doute, est-ce qu'on jette direct les dégâts? Mais non, il y a un G pour attaquer, donc les PJ peuvent rater leur G. Par contre, du coup, il va pas y avoir de G à statu quo a priori, parce que dans tous les cas, même si je rate mon attaque, je peux rater avec Fear ou avec Hope. Donc en fait, il va quand même se passer un truc, quoi. Même si je vais pas faire de dégâts. Si je rate avec Fear, le MJ va pouvoir me frapper en retour. Et si je rate avec Hope, je vais gagner un point de Hope qui pourra me servir après, etc., etc. Donc on nous réexplique aussi les dégâts et tout. Il y a aussi une histoire de résistance qui divise les dégâts par 2, etc. Bon bref, ça c'est un peu du détail, je pense qu'on va survoler. Par contre, il y a des reaction rolls, donc il y a quand même des jets par moment où en fait on va pouvoir, par exemple, pour réagir, esquiver un truc, faire un jet de dés. Et dans ce cas-là, en gros, ce que ça change, c'est que même s'il peut y avoir de l'espoir ou de la peur, là, Hope or Fear, il n'y aura pas de move du MJ ou de trucs comme ça. En gros, c'est juste pour résister, mais ça ne vient pas encore faire avancer le schmilblick. Le score d'évasion, du coup, comme on s'en doutait, c'est plus ou moins comme une sorte de classe d'armure, même si ça représente pas la classe d'armure, que c'est vraiment l'esquive, d'où le choix du mot. C'est ce que doivent dépasser les monstres pour toucher les PJ. Et on nous dit que ça peut être, on peut le décrire de plein de manières différentes. Ça peut être une parade, ça peut être une esquive, ça peut être plein de choses. Donc ça laisse une sorte de liberté au PJ de décrire comment il évite les dégâts, sachant que c'est vraiment les éviter. Il n'y a pas d'histoire d'armure et tout à ce moment-là. Mais on ne sait toujours pas pour le moment quel dé utilise le MJ, etc. J'imagine que ça viendra après. Avantage, désavantage, du coup, c'est le fameux D6. C'est le MJ qui peut proposer l'avantage des avantages, ou alors les règles peuvent le donner, ou alors c'est les circonstances de la fiction. Donc tout n'est pas mécanisé. Mais est-ce qu'on peut en cumuler plusieurs, alors comme dans Shadow of the Demon Lord? Je suis pas si sûr en fait. Ce D6 devrait être d'une couleur particulière pour ne pas être confondu avec d'autres D6 qui pourraient venir d'autres choses. Donc je trouve que ça complexifie un peu le schmilblick, ces histoires. C'est pas unifié quoi. Cette histoire de D6. Par exemple, je repense à ma capacité de Slayer, de guerrier. Bon, je pouvais avoir des dés différents, tout ça, je sais pas. On ne jette jamais d'avantages et de désavantages en même temps, ils s'annulent. Si on a deux sources d'avantages et une de désavantages, eh bien, en fait, on comptabilise quand même. Ça s'annule pas direct comme dans des D5, on compte le nombre d'avantages, le nombre de désavantages et ils s'annulent entre eux. Mais est-ce qu'ils se cumulent? Je n'ai pas l'impression. Hein. Je n'ai pas l'impression. Qu'est-ce qui se passe si on a plusieurs sources d'avantages? Les règles d'avantages et désavantages sont différentes pour le MJ. Oula, là, je trouve que ça se complique. On va voir. Conditions vulnérables, cachées, tout ça, je vais pas passer de temps là-dessus. Conditions, nanana. Des countdowns. Des fois, le MJ peut mettre en place un countdown, c'est-à-dire un moyen de traquer l'avancée d'un événement. Donc, on peut vraiment faire une sorte de clock, c'est encouragé, d'horloge en fait, tout simplement. Et quand ça arrive à 0, ça déclenche le truc. Donc ça peut être un moyen de utiliser justement nos moves de MJ. J'imagine quand les gens font des jets avec Fear, bah, si nous on a une bombe qui doit bientôt exploser, on peut faire avancer l'explosion de la bombe par exemple. Donc ça, je pense que ça peut être très cool pour le MJ pour préparer des scènes, tout ça. En termes de map, de range, etc., on nous explique que c'est plutôt abstrait. On a mêlé very close, close, far, very far. Ok. Je vais pas passer 5000 ans là-dessus. Je pense que c'est du détail, hein, vu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On peut se déplacer un peu comme on veut, mais éventuellement, le MJ pourrait demander un jet d'agilité quand on essaie de faire un truc un petit peu où il y a de la tension. Quand il y a un effet qui vise un groupe, c'est un peu laissé à l'arbitrage du MJ. La couverture, etc., j'imagine que on va utiliser voilà, on va faire varier la difficulté ou donner l'avantage, le désavantage. Ça, je sais pas trop quoi en penser. En fait, on nous dit qu'il faut faire varier la difficulté, apparemment.
Mais du coup, l'avantage, désavantage, de quoi ça dépend. Ça a toujours été un truc qui m'a un peu... que je trouve pas hyper fluide. C'est ce côté, est-ce que je donne un avantage au PJ ou est-ce que je réduis la difficulté du jet, vous voyez? Moi, je partirais du principe que quand on prend la difficulté du truc, on prend en considération dans la situation la difficulté et que l'avantage, ça va plus dépendre de la position du PJ dans la fiction. Alors que la difficulté, ce serait vraiment genre la difficulté intrinsèque de l'action au vu des conditions, mais... Des fois, on sait pas trop, mais bon, ça change pas trop d'autres jeux, donc il y a une sorte de flou, c'est laissé à l'arbitrage, j'ai l'impression. Alors, ça, je me demandais vraiment comment ça marche. Alors, du coup, on n'a pas de prix, etc. pour les objets. On n'est pas sur un jeu qui se concentre sur l'or, donc c'est sûrement pas comme ça qu'on gagne de l'XP, a priori, parce qu'on sait toujours pas comment on gagne de l'XP. Hein. Mais ça va pas être voilà, un truc old school. Donc on a juste en fait une mesure abstraite de est-ce que j'ai les mains pleines d'or ou est-ce que j'ai une fortune ou est-ce que j'ai un coffre un petit peu. Donc ça je trouve que c'est cool parce que ça met une image, mais on n'est pas obligé de compter. Et ces valeurs sont voilà, nanana. Alors bon, c'est très abstrait. Mais c'est pas sur ça que se concentre le jeu. On est sur un jeu de high fantasy, donc effectivement, je nous voyais mal faire des comptes d'apothicaire et de la gestion de thunes. On est plus là pour se concentrer sur les personnages et tout. Donc ça se comprend. Le downtime, on l'a déjà vu plus ou moins. On nous précise aussi qu'il y a certaines capacités qui sont limitées à une fois par long repos, court repos, donc il faudra aussi pas l'oublier. Et on nous parle de downtime consequences. Ah, ça c'est intéressant. Nanana, nanana, ok. En gros, voilà. Bon, c'était logique vu qu'on nous parlait d'horloge plus tôt. Mais en gros, c'est le fait que voilà, le but, c'est pas que les PJ ils spamment les repos. Voilà, on est sur un truc narratif, donc pour pas qu'ils en abusent, il faut réfléchir au temps qui passe, tout simplement. C'est un petit rappel. Bon, c'est tout petit, mais je sais pas s'il y aura beaucoup de conseils pour le MJ et tout. Et on est encore qu'à la partie 2. Je suis à 118 pages sur 377. Alors je vous cache pas qu'on va accélérer, mais là on est encore sur des trucs importants. Typiquement la mort. Death. Faire face à la mort, c'est normal quand on est un aventurier. Ok. Quand vous marquez votre dernier point de vie, vous devez faire un death move. Ok. Choisissez une des options. Embrasser la mort et go out in a blaze of glory. Ok, donc à ce moment-là, on fait une action qui devient automatiquement un succès critique et ensuite on meurt. Ok, c'est stylé, c'est héroïque et tout. C'est ce que la plupart des gens font un peu en mode... C'est le play to lose facile de dire je me sacrifie, tout ça. On aime bien, ça peut faire un peu héroïque et tout. C'est un choix. Ensuite, on peut éviter la mort et faire face aux conséquences. On tombe inconscient temporairement. Le MJ escalade la situation et la rend bien pire qu'elle ne l'était. On jette un jet de peur. Un dé de peur. C'est quoi ce concept? Un fear die. Ah oui, pardon, c'est le D12 de peur. Mais pourquoi on devrait jeter celui de peur? Ça change quoi par rapport à celui de hope? On va voir. Si cette valeur est égale ou inférieure à notre niveau, on prend cicatrice. Ok. Donc c'est-à-dire que plus on est de haut niveau, plus on a de chances de prendre une cicatrice, d'accord. On ne peut pas faire d'action tant qu'on est inconscient, oui, merci. When you have any number of your marked hit points cleared by an ally, nanana, vous pouvez retourner au combat. Ok, je sais pas ce que c'est les scars, mais j'imagine que ça va être expliqué après. Ce qui est marrant, c'est que on en a plus facilement si on est à haut niveau, donc je me demande ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que le jeu, il fait exprès de faire en sorte qu'on meurt pas facilement à bas niveau pour garantir une narration où nos personnages vont aller loin, ce qui serait très high fantasy et tout, mais que par contre, plus on arrive près de la fin de la campagne, on augmente nos chances de mourir, on va voir. Ça me semble être une idée intéressante. Pour risquer, risk it all, vous jetez les 2 dés, donc les duality dice. Si l'espoir est supérieur, on reste debout et on gagne, enfin on efface un certain nombre de nos slots de points de vie et de stress équivalent à la valeur du dé d'espoir. Si le fear dice est supérieur, on meurt. Ok, donc on a une option où on décide de crever, grosso modo. Une option où on fait une sorte de gambling, mais qui pourrait vraiment payer. J'aime beaucoup ce truc. Honnêtement, j'aime beaucoup cette mécanique parce que bon, dans un jeu comme Shadow Dark, vous voyez, moi j'ai pas envie qu'on discute 60 millions de la mort parce que dans le design c'est un jeu de survie, etc. Là on est dans un truc plus héroïque et il y a plusieurs approches. Soit je fais une dinguerie, soit je tente le tout pour le tout, mais je pourrais regagner plein de points de vie, hein, honnêtement, je pourrais revenir au top de ma forme, mais en même temps, c'est 50-50, quoi, je peux aussi crever sur le coup, et sur un coup critique, je regagne tous mes points de vie et tout mon stress, what the fuck. Ou alors, j'évite la mort, donc je peux pas mourir a priori. Vu que c'est Avoid Death, je pense que je peux pas mourir du tout. Donc c'est sympa parce que dans le sens où je peux ne pas vouloir que mon personnage meure. Déjà, c'est le joueur qui décide. Ça, pour moi, c'est une excellente idée. Ça évite le MJ qui sauve les PJ. Moi, je déteste faire ça parce que ça enlève tout le truc. Enfin, c'est moi qui décide si tu meurs pas. Là, c'est toi qui décides si tu veux que ton personnage meure ou pas. Si tu décides qu'il meurt pas, tu vas subir des conséquences. Maintenant, c'est quoi ces conséquences? Si on prend une scar, on barre définitivement un de nos hope slots. On peut plus utiliser ça diminue notre maximum
d'espoir qui était de 5, donc de base. Comment ça se place narrativement parlant, c'est à nous de choisir. Est-ce que c'est une blessure physique, un problème de mémoire, une peur, un truc? J'aime beaucoup. When you put a scar on your last hope slot, it's time to end your character's journey. Donc en fait, on retarde la mort, quoi. Mais en vrai, j'adore la mécanique de mort, là, je kiffe de ouf. Résurrection. C'est possible d'être ressuscité, ça peut faire une longue quête, etc. etc. Classique de la high fantasy. Et puis aussi, il y a un sort de résurrection qu'on peut utiliser une seule fois et qui est au niveau 10, dans le Splendor Domain. Donc ça, c'est cool aussi, c'est que le sort de résurrection, c'est pas un truc qu'on va avoir vite. En fait, j'aime bien. Parce que j'aime pas les jeux où on a un sort de résurrection rapidement et qu'on peut utiliser tout le temps. Je trouve que c'est débile. Enfin, ça enlève tellement de tension, j'aime pas du tout. Même dans les trucs de high fantasy, vous voyez, si je regarde une série où il y a un personnage qui peut ressusciter en boucle, enfin, je sais pas, je trouve ça naze. Il y en a un, mais c'est au niveau max. Et donc, vous dites, ouais, là, on est niveau 10, je vais leur balancer la sauce, ils peuvent mourir. Mais ils ont cette sorte de joker qu'ils peuvent utiliser un moment pour ressusciter quelqu'un. Donc, ça, je trouve ça très cool. L'idée que ce soit à travers une quête, très cool aussi. Hein. Là, c'est vraiment purement narratif. C'est pas une mécanique genre, ah tiens, je suis arrivé niveau machin, maintenant je peux ressusciter tout le temps les gens. Et le truc des 3 approches choisies par le joueur de quelles conséquences je veux subir en fait quand je suis à 0 point de vie, je trouve ça trop bien. Le flow du combat. Donc quand il y a un combat, on nous disait qu'on peut utiliser un action tracker. C'est-à-dire que la plupart du temps, on s'en fout des rounds et tout. Mais en combat, voilà, on veut faire un peu plus attention à ce que tout le monde joue, avoir un moyen de savoir, puisqu'il y a justement pas de round. C'est pas chacun notre tour. Donc en fait, on va poser un truc au milieu, ça je l'avais déjà vu, une sorte d'endroit au milieu de la table, où en fait, à chaque fois qu'un joueur va jouer, il va poser un token dessus. Et les tokens vont s'accumuler. Donc par exemple, on peut voir que s'il y a beaucoup de tokens du même joueur, et qu'il n'y a pas les tokens des autres joueurs, ça veut dire qu'il a beaucoup joué et que les autres n'ont pas beaucoup joué. Parce que justement, on veut garder cette souplesse de peut-être enchaîner plusieurs actions d'un joueur, de ne pas rester dans le truc strict du tour de table. Donc ça peut être un peu risqué. On sait que des fois, la parole, pour s'assurer qu'elle passe bien, faire un tour de table, c'est la garantie que ça se passe. Mais des fois, c'est un peu mécanique. Et justement, comme on sait qu'il va y avoir un tour de table entier avant que ce soit notre tour, on se déconcentre. Et puis parfois, ça casse un peu des actions qu'on aurait pu enchaîner et aimer mettre le focus un peu plus longtemps sur un personnage. Donc là, on fait confiance aux gens pour faire ça, gérer ce truc-là, la distribution de temps de parole. Mais à chaque fois qu'on va faire une action, en fait, on va poser un token. Ils vont s'accumuler, on va voir qui a joué, qui a pas joué. Et à un moment donné, le MJ va pouvoir prendre les tokens. Ça, je trouve que c'est trop marrant. Ça fait penser, pour le coup, un peu à Coriolis. Dans Coriolis, il me semble qu'il y avait un peu un truc comme ça, d'une méta-monnaie, ou même dans Fate. Genre, le MJ gagne un peu une monnaie. Tant que les joueurs jouent, lui, il récupère leurs tokens, et à la fin, il peut utiliser tous les tokens pour activer des trucs super puissants. Bah, c'est un peu ça l'idée. Les joueurs jouent, au bout d'un moment, il y a plein de tokens sur la table. Là, le MJ peut récupérer tous les tokens et les dépenser pour faire des actions spéciales à ces monstres. Et en fait, ça va faire une sorte de balance comme ça. Donc, je trouve que c'est intéressant. Mais reste encore à voir comment ça marche côté MJ. Donc c'est au moment où le MJ décide de peut faire un move qui peut utiliser les tokens. Donc on avait vu qu'a priori, comme dans un PBTA, c'est quand il y avait un jet avec Fear d'un joueur, donc il y a un joueur, il fait un jet avec Fear, là le MJ peut faire un move, a priori c'est ce que j'ai compris jusqu'à maintenant. Il va pouvoir à ce moment-là utiliser des tokens pour faire un truc spécial. Il peut activer un adversaire sur le champ de bataille et lui faire une action. Peu importe le nombre de tokens qu'a le MJ, il devrait éviter d'activer 2 fois le même monstre lors du même tour, en fait, où c'est à lui de faire un move. Ok. Si le combat se termine et qu'il y a encore des tokens sur le tracker, le MJ peut les récupérer et c'est considéré comme de la fear à un ratio de 2 pour 1. Donc tous les 2 action tokens laissés sur le tracker donnent 1 de fear au MJ. On sait toujours pas comment le MJ dépense la fear, mais voilà. On sait que ça marche comme ça. Ensuite, on a des petits conseils pour le joueur, etc. Ah, leveling up. Le groupe a accompli quelque chose d'important dans la campagne. Le MJ peut leur dire qu'il est temps de monter de niveau. Ah, au fin, nanana, c'est up to the GM. Ok, donc il n'y a pas de manière précise de gagner l'XP, tout ça. Donc le jeu, on va dire, invite les joueurs à suivre... c'est quand ils font quelque chose de significatif dans la campagne. Donc ça invite les joueurs à faire des trucs significatifs, mais c'est très très vague. Il n'y a pas de truc genre je récupère de l'or, je gagne de l'XP, je tue des monstres, je gagne de l'XP. J'ai joué tel et tel trait de mon personnage, ça me fait gagner de l'XP, etc. Il n'y a pas de carotte, il n'y a pas d'incentive mécanique qui nous invite à jouer d'une certaine manière. Donc dans l'absolu, c'est pas grave, mais il faut bien se dire qu'il y a plein de types de joueurs différents. Et il y a des joueurs, ils aiment bien, en fait, tout simplement, faire les objectifs que leur demande le jeu. Et aussi, c'est une garantie, entre guillemets, que vous allez gagner de l'XP, en fait, si vous faites le truc que le jeu vous demande pour gagner de l'XP. Et là, il n'y a pas ça. C'est le MJ qui décide quand est-ce qu'il y a une montée de niveau, quoi. Bon,
pourquoi pas. The cheer blocks, bon, ça on l'avait déjà vu, la montée de niveau. Level achievements. Choisir des avancements, ok, on l'a déjà vu tout à l'heure. Raising damage thresholds, taking domain cards. Multiclassing. À partir du niveau 5, vous pouvez choisir de vous multiclasser, donc c'était une option qu'on avait vue. Quand vous multiclassez, vous pouvez choisir une autre classe dans laquelle vous allez pouvoir prendre un de ces domaines et gagner l'accès à certaines capacités multiclasses. Prenez le module multiclasse approprié et ajoutez-le à droite de votre fiche de personnage. Choisissez une carte fondation d'une des subclasses de l'autre classe. En fait, quand on fait ça, on ne peut pas subgrader notre subclasse. Donc, si on se rappelle, attendez. Par exemple, si je prends Call of the Slayer comme subclasse, j'ai cette carte au niveau 1. Je vais au niveau 5. Là, je suis niveau 5. Je peux prendre la version améliorée de Call of the Slayer. Mais si je décide de me multiclasser, si j'ai bien compris, je ne pourrais pas prendre ça et je devrais prendre autre chose. Mais c'est quoi la carte de multiclasse? Multiclass Sheets. Ok. Druid multiclass. Donc là, ce serait ma feuille de personnage. Ah, d'accord. Et là, je choisis un des deux trucs, des deux domaines du druide. Je peux maintenant prendre des domain cards dans le domaine de druide que j'ai choisi. Et je récupère ses capacités. Ok, d'accord. Je récupère ses capacités entre guillemets niveau 1 de classe de druide. Ok, c'est très simple en fait. D'accord. Et on peut bien sûr se multiclasser qu'une fois a priori. Ok, d'accord. On récupère les capacités. Je pense que c'est les mêmes capacités que celles de la classe de base. Bon, évidemment, dans cette vidéo, on n'a pas vu tous les trucs finalement qui sont un peu les plus fun. On se concentre vraiment sur la mécanique. Ce qui va être super cool pour les joueurs, c'est d'aller voir toutes les différentes capacités qu'ils peuvent choisir et tout. Là, moi, je sais pas exactement le gameplay. J'avais regardé vite fait quelques trucs. On a vu vite fait le guerrier. J'avais regardé vite fait le bard. Il y avait des trucs rigolos aussi. J'ai l'impression qu'il y a un truc assez intéressant, c'est qu'il y a une asymétrie MJ joueur, mais aussi une forte asymétrie sur certaines mécaniques de classe. Ce qui des fois est chiant, notamment quand vous avez une classe qui est ultra simple et l'autre qui a plein de trucs différents. Il y a des gens qui aiment pas ça. Je dis chiant, mais par défaut, c'est pas nécessairement chiant. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est que quand vous jouez un guerrier dans D&D, bah, en général, vous avez beaucoup moins de mécaniques spéciales qu'un magicien qui a 3000 sorts. Là, tout le monde, même le guerrier, etc., va avoir un peu des mécaniques cool, j'ai l'impression, mais avec des trucs vraiment différents, genre je stack des D6 sur ma carte et ensuite je peux les utiliser plus tard, j'ai une ressource spéciale et tout. Ça peut amener de la complexité, mais en même temps, vous pouvez vous avez vraiment l'impression, a priori, je n'ai pas tout lu, mais vous pouvez avoir vraiment l'impression de jouer des personnages différents, quoi. J'ai l'impression d'avoir des mécaniques différentes. Donc voilà, certains vont aimer, certains vont pas aimer. Je pense de toute façon que ceux qui aiment un truc un peu plus simu et un peu plus simple, de base, cette question leur importe peu parce que dès lors qu'on parlait de choisir plein de capacités sur des cartes, etc., c'était déjà plus la cible du jeu, quoi. Arme primaire, arme secondaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? If you take a weapon with a burden of 2 hands, this is typically the only weapon you can have active. Donc si je prends une arme secondaire, qu'est-ce qui se passe? Là, on est sur le dual wielding, on va peut-être un peu trop dans les détails. Honnêtement, je vais passer ça. La vidéo est déjà bien longue. Ah, on a des équipements supplémentaires tout de suite. Improved Battle Axe. Ah, c'est cool. Mais c'est un playtest ou c'est le jeu complet? Enfin, honnêtement, il y a vraiment beaucoup de choses pour le playtest, je trouve. Là, on a plein d'équipements qui nous sont proposés. Bon, alors j'imagine qu'ils révolutionnent pas le game, mais quand même, regardez, ils ont l'air de tous avoir des features. Ça, c'est intéressant. Toutes les armes améliorées, là, elles ont des features pour la plupart, sauf les plus basiques, là. Donc, quand même, il y a peut-être un truc à jouer avec le fait de changer d'arme, etc. Ça peut vraiment peut-être faire partie du build, quoi. J'aime bien. Ensuite, on a des items. On a une table aléatoire d'équipements qu'on trouve. Attendez. À moins que vous décidiez... Il y a une table de loot, hein. Franchement, j'ai vraiment envie de tester le jeu. Ok, on a un gros exemple de jeu. Donc ça, c'est cool. Ok. Mener une aventure. Ok, donc là, on a des grands principes, je vais les passer. Les grands principes. Soyez un fan des joueurs. Dungeon World. Remplissez le monde de vie, d'émerveillement et de danger. Dungeon World. Ask questions and incorporate the answers. Ok. Hold on gently, play to find out what happened. Ok. Ok. GM Best Practice. Cultivez la curiosité à table. Gagnez la confiance de vos joueurs. Treat the player as competent. Voilà. Donc ça, c'est un peu la partie, on va dire, un peu la bible gygaxienne du jeu. Genre les principes plus que des règles. Mais moi, j'adore les principes en général. C'est cool aussi. Ok. Des trucs à éviter. Je vais vraiment essayer d'aller aux mécaniques. Sinon, on n'a pas fini. J'y jouerai sûrement. On verra. Alors, le dé de MJ. Le MJ utilise un D20. Ah, enfin, on a la réponse. Le fait que le D20 soit swingy et imprévisible va vous permettre voilà, de rendre votre jeu plus imprévisible en tant que MJ. Là où les 2D12, c'est clair que c'est beaucoup plus prévisible. En moyenne, on va faire quoi avec 2D12? On va faire un 13. On peut donner plus 10
Ah, c'est marrant. On nous dit vraiment, par contre, côté MJ, que ça reste un jeu où on peut quand même vraiment arbitrer, quoi. On peut donner plus 10 à moins 10 à nos créatures et tout. Bon, ok. Comme les joueurs ont des moves un peu qu'ils peuvent faire durant la partie, le MJ a aussi ses propres moves. Donc c'est pas des moves à la PBTA. Ils utilisent le même vocabulaire, ça me trouble un peu, mais on n'est pas sur du PBTA-like non plus. Vous n'êtes pas lié à des règles de succès et d'échec, etc. en tant que MJ. Votre but est de faire avancer la fiction. Ok, nanana. Savoir quand faire des moves est l'un des plus gros travail pour apprendre en fait à être maître du jeu sur Daggerheart. Ok, j'aime bien. Donc c'est pas prescriptif. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir chacun notre style un petit peu de quand est-ce qu'on a envie de jeter les dés ou pas et tout. Donc ça va faire des expériences peut-être différentes. Vous pouvez le faire quand vous voulez, mais vous devriez... Ah bah non, je comprends pas bien. You can make a GM move whenever you want. That's right. You're the GM, your job is not to crush the pieces, blablabla. Cependant, doit toujours... Ah d'accord. On peut en faire quand on veut. Par contre, il y a des moments où on est obligé de le faire. Voilà, ok, d'accord. Donc, quand les joueurs font un jet avec Fear, quand ils font un échec, on va faire un move. Ils font une action qui a des conséquences, on va faire un move. C'est logique. Quand ils vous donnent une opportunité en or, vous pouvez faire un move. PBTA. Quand ils vous regardent en mode qu'est-ce qui se passe ensuite, on fait un move. Bon, en gros, c'est les PBTA. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut faire des moves quand il y a Fear et Failure, quoi. C'est le moment où vous pouvez faire des trucs, faire changer la fiction, etc., etc. Ok. Donc les moves de MJ, montrer comment le monde réagit. Poser une question, nana. Ok, make a move the character don't see, split up. Bon, on nous propose plein de manières, en gros, d'improviser en tant que MJ, c'est très cool. Utiliser le action tracker. Ça, c'est plus spécifique au jeu, c'est pour ça que je m'arrête dessus, mais on en a déjà parlé. C'est, vas-y, je vais chercher les tokens et je vais activer plusieurs adversaires, etc. Il va se passer plein de choses d'un coup. On peut aussi leur faire marquer du stress, comme conséquence, facile à faire. Donc, tous les trucs du dessus, c'était plutôt des effets narratifs. Là, on est sur les trucs mécaniques. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, hein, évidemment. Capturer quelqu'un, donc ça, c'est plutôt narratif. Utiliser leur backstory contre eux, c'est narratif. Take away an opportunity, ok. Avoid undermining success. Sur un succès avec Fear, il faut éviter de transformer ça en un échec, en gros. Très bien. Comment on utilise la peur? Ah, voilà. C'était ça que je voulais savoir. Là où l'espoir est la ressource principale des PJ, la peur est la ressource principale du MJ. Il peut l'utiliser de différentes manières. On peut la traquer avec des tokens, en comptant, etc. Blablabla. Le MJ commence avec 2 de Fear, tout comme les PJ commencent avec 2 de Hope au début de la partie. Le MJ ne peut jamais avoir plus de 10 de Fear, donc ça nous incite à la dépenser. Sauf si on oublie cette règle. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'on nous dit on peut le faire comme on veut, le noter, etc. Sauf que nous, on n'a pas de fiche pour nous rappeler à combien de Fear on est. On garde la peur entre les sessions, et les PJ aussi d'ailleurs gardent leur Hope entre les sessions. Ok. Dépenser la peur. On peut dépenser la peur pour faire quelque chose de big, faire avancer une cloque, donc une horloge, utiliser un Fear move d'un adversaire. Ah, ça c'est cool, c'est-à-dire que on va peut-être avoir un bestiaire. Dans ce bestiaire, il va y avoir des actions classiques des créatures et des Fear moves. Ce serait intéressant ça. Et j'aimerais bien que les Fear moves aient différents coups. Vous voyez qu'il y a un Fear move qui demande genre 5 de Fear. Mais pour l'instant, je sais pas si c'est ça. Prendre un avantage sur un jet. D'ailleurs, l'avantage, on se rappelle, il va être différent que pour les PJ, donc j'ai hâte de voir ce que ça va être. Mettre fin à un effet, genre un effet, mon monstre est immobilisé, il est vulnérable, etc. Je peux l'enlever. Clear a condition, c'est pas la même chose? C'est ce que je viens de dire. Ah, ou c'est peut-être l'effet d'un sort, ou je sais pas quoi, bon, peu importe. Ajouter 1 des 6 aux dégâts, ajouter 2 tokens à l'action tracker. Là, j'ai du mal à comprendre. Parce que pour moi, les tokens, c'était les PJ qui avaient leurs tokens, et d'ailleurs, ils devaient être différenciés entre eux. Interrompre l'action d'un PJ. Coûte 2 de Fear. Ok. On a plein d'exemples. Je les regarderai plus en détail au besoin, si je me mettais à jouer tout ça, mais là, on va avancer. Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'était ajouter 2 trucs au tracker. Vous pouvez toujours dépenser de la peur pour ajouter 2 tokens sur l'action tracker. C'est utile si vous avez un grand nombre d'adversaires sur le champ de bataille à jouer, en fait. Je comprends pas trop l'intérêt. Si vous avez suivi jusqu'ici, déjà bravo, et que vous vous intéressez au jeu aussi, peut-être que vous saurez m'expliquer. Ah bah, peut-être ça va être mieux expliqué ici. Ok, donc en fait, on ne peut pas faire agir nos créatures en combat. Les PJ font un jet avec Fear. En fait, on peut utiliser nos créatures si les PJ font un jet avec Fear ou si on utilise 2 points de Fear pour interrompre les PJ et jouer. C'est ça que je comprends pour le moment. Et si on veut faire bouger plusieurs créatures lors de cette occasion, il faut qu'on ait mis des Fear tokens sur le truc. Donc ça veut dire que par exemple, je suis à 6 de Fear, le combat démarre et moi j'ai envie de frapper fort dès le début en tant que MJ. Je vais dépenser 4 de Fear pour mettre 8 action tokens sur le tracker. Donc je vais pouvoir faire jouer 8 adversaires, si j'ai bien compris. Et il faudrait que je dépense en plus 2 de Fear pour le faire avant même que les PJ aient jeté les dés. En gros, je le comprends comme ça. Bon.
Je verrai quand je testerai. Donc quand les créatures attaquent, on jette un des 20, on ajoute leur modificateur, on essaie de dépasser l'évasion. On peut donner un avantage en utilisant de la fear, on peut donner un avantage à cette attaque. Et comment ça marche l'avantage? Ça devait être expliqué au-dessus. On jette 2 des 20, ok, comme dans D&D. Ok, très bien, c'est ça qui change. Quand un joueur fait une action, on doit fixer une difficulté. Ok, donc les difficultés, c'est 5, very easy, 10, nanana, 30, nearly impossible. Donc c'est à peu près, c'est marrant, c'est à peu près les mêmes difficultés que dans D&D, sauf que on jette 2d12, donc on va avoir un truc un peu plus flat, c'est moins volatile. Quoique 15, c'est médium. 15, c'était médium dans D&D, ouais, je crois. C'est à peu près, ouais, c'est la même échelle de difficulté à peu près que D&D. De mémoire, là, comme ça, je sais plus. On a des exemples, genre pour l'escalade, pour les sauts et tout. On a quand même beaucoup d'exemples, ça c'est plutôt bien, je trouve. Ça manque parfois. Des fois, on est en mode, ouais, le MJ arbitre, et puis au final, on finit par faire au doigt mouillé, à mettre tout le temps la même difficulté. Là, on a quand même quelques exemples, voilà, si on veut s'inspirer, sans avoir des tables super compliquées de bonus et de malus, genre, si c'est dans le noir, augmenter la difficulté de 2, mais si la personne est en hauteur, diminuer-la de 3, bon, ces trucs-là, au bout d'un moment, on n'en peut plus. Là, on nous donne des exemples, ça aide, quoi. C'est pas en multifactoriel, on va dire. Avantages, désavantages. Ah, ils répondent à la question de l'avantage, désavantage de tout à l'heure. Puisqu'on peut choisir la difficulté, pourquoi donner des avantages, désavantages? L'avantage, désavantage permet de créer l'illusion d'un monde défini et donne aux joueurs la sensation de se sentir bien, d'avoir un avantage sur leur jet. Ok, donc c'est vraiment de la prestidigitation ici. Je suis pas méga fan. Enfin, en fait, je comprends le côté. L'avantage, c'est rigolo parce que je jette un dé en plus, j'ai l'impression qu'il y a une mécanique en plus et tout. Mais la justification de pourquoi on a mis les deux trucs, je la trouve un peu bancale, je sais pas. En fait, c'est vraiment dire ah c'est bien, t'as bien fait, je te donne un petit bonus. Bon après, pourquoi pas, hein. Mais limite, je me dis que par exemple, si l'avantage, on pouvait l'obtenir que de manière mécanique et que la difficulté, par contre, c'était le MJ qui l'a décidé. Je sais pas, je trouve ça plus clair moi dans ma tête, dans ma cohérence. Le fait que à la fois je fixe la difficulté de l'action et que je décide si le joueur a un avantage, désavantage, je sais pas, ça m'a toujours semblé un petit peu bizarre, mais bon. Les adversaires. Ah, alors, Adversaries Breakdown. On a un nom, par exemple, un bandit avec un couteau, standard. Des moves un petit peu qu'on pourrait avoir, genre il s'échappe, il est là pour le profit, il peut lancer une bombe fumigène et tout. Donc des idées d'action cool à lui faire un peu. En mode impro, quand les PJ jettent avec fear, paf, on peut créer un effet, etc., etc. Il a un attack modifier, donc c'est ses chances de toucher. Il a des dégâts. Il a une difficulté, donc c'est quand on fait entre guillemets un jet opposé à lui, par exemple, on essaie de se cacher, on essaye de lui mentir, etc. Il a une difficulté de base que bien sûr nous on va pouvoir modifier un peu à la volée, mais c'est notre base. Donc je trouve que c'est largement suffisant, c'est très très bien. J'aime bien cette idée. Il a des thresholds, donc c'est pareil. Il n'a pas de points de vie, etc. C'est le même système. Il a du stress, par contre. Oui, il a du stress. Et il a de l'expérience, le même côté compétence là que les PJ. Il a +2 quand il fait des trucs de bandit, tout simplement. Alors c'est ça aussi, je trouve que c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que je suis MJ. Quand je fais un move, je dois quand même jeter les dés pour voir si mon truc y réussit. Ça me semble un peu bizarre. En fait, je me demande à quel moment je vais faire un jet avec le bandit, en fait. Est-ce que c'est comme dans D&D, le bandit il fait des jets pour réussir ses actions et tout? Ou est-ce que dès lors que j'ai un move, je dépense des points de fear et je peux lui faire un truc cool? Est-ce qu'il y a des jets opposés? J'ai peut-être raté un truc avant. Je vais remonter. Ok, c'est pour faire des jets opposés. En fait, c'est pour générer aléatoirement la difficulté que le PJ va devoir surmonter pour son jet. Ou alors, effectivement, je peux fixer une difficulté... Ah, c'est bizarre. En fait, j'ai la difficulté du bandit, qui est de 12. Et je pourrais me dire que quand les PJ essayent de faire un truc, mais que comme c'est un bandit, bah, il est un peu plus fort à ce niveau-là. Genre, ils veulent mentir à un bandit. On peut se dire qu'un bandit, c'est pas facile de lui mentir. Dans ce cas-là, comme il a l'expérience bandit à +2, je monte la difficulté à 14, par exemple. J'avoue que ça me semble un petit peu flou, tout ce schmilblick. En fait, là où pour les PJ, tout me semble très très clair, là, d'un seul coup, sur la partie MJ, j'ai plus l'impression qu'on me donne un peu des outils, on me dit démerde-toi. Ce qui est un peu l'esprit D&D, hein, qui me dérange pas dans l'absolu, en fait. Moi, je joue souvent comme ça, genre dans Shadow Dark, il y a plein d'arbitrage à faire et tout. Mais du coup, je trouve qu'il y a un contraste, genre jusqu'à maintenant, j'avais l'impression que c'était une mécanique ultra huilée, genre... une expérience de jeu qui était très 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 dépendante des mécaniques, on va dire. Et en fait, finalement, il y a une part de GM Fiat. Je dis pas ça en termes de... Je vois pas ça comme une... Et pour moi, c'est pas un défaut, etc. C'est peut-être une feature. Mais en fait, ça me semble bizarre, quoi. Je trouve qu'il y a un contraste entre la partie d'avant et celle-là. Après, il y a les reaction rolls. Ah, des fois, il y a les reaction rolls. Et dans ce cas-là, je vais avoir besoin de mon expérience. Par exemple, il y a un PJ, pardon, il fait un sort de zone et tous les monstres dans la zone doivent faire un jet pour éviter, typiquement, et là, je devrais jeter avec mon expérience. Bon, il y a l'air d'avoir plein de manières différentes de mécaniques de gérer des trucs qui auraient pu être peut-être tous gérés par la même mécanique unifiée. C'est ça que je me dis, en fait, mais bon, bref.
Je verrai bien quand je jouerai. Il a un move from above. Quand cet adversaire attaque quelqu'un en l'attaquant par le dessus, il fait 3d10 de dégâts au lieu de ses dégâts normaux qui étaient de 2d8. Donc ça, c'est assez cool, je trouve, parce que il y a une sorte de tactique avec le monstre et qui est vraiment puissante. C'est-à-dire que si les PJ se rendent pas compte que les attaques du dessus, alors peut-être moi je peux leur dire, comme il t'attaque du dessus, il fait 3d10 de dégâts. Et là, hop, au lieu que ce soit purement cinématique, il y a un truc de positionnement fictionnel où je peux jouer pour essayer d'empêcher la créature de faire ses moves. Donc j'aime bien, il y a vraiment un petit côté tactique. Genre, je suis le séraph et je peux m'envoler. Pour l'instant, je me prends des flèches par le dessus, on se fait défoncer. Je fais, ok les gars, il faut que je m'envole, je prends le dessus et je vais essayer d'attirer leur attention. Ça va réduire leurs dégâts et ils vont essayer de tirer en l'air et ils perdent un peu leur capacité à faire autant de dégâts. Donc ça, je trouve que c'est assez stylé là, en premier coup d'œil. Certains moves vont demander à ce que l'adversaire marque du stress et certains moves vont demander à ce que je dépense de la fear. Donc ok, très très bien, ça m'intéresse. Ensuite, voilà, il y a du langage spécial pour certaines capacités, je vais pas y rester. Ah, il y a un truc mignon, j'ai juste envie de voir le truc mignon. Ah, on a hors des mignons. Alors mignon, tous les X damage que les deal à cet adversaire, ils peuvent aussi faire 1 HP de plus à un autre mignon dans la range. Donc on a un truc pour tuer des gens à l'appel, ça j'aime bien. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais genre s'il y a plein d'orques et tout, chaque orque va mourir assez rapidement. On a aussi un truc pour gérer en horde, etc. On a différents types d'adversaires, donc ça c'est très DD4 ou Flea Mortals de MCDM. On a les bruisers, les hordes, les leaders, les minions, les range, etc. Ok, intéressant. Je vais aller vite là-dessus, mais je trouve que c'est cool. Est-ce que ça veut dire que... J'aimerais bien voir la taille du bestiaire, là, en scrollant vite. Ah, c'est déjà fini. Je me suis dit, ok, ça tombe, il y a un bestiaire de fou. En fait, il s'est fini en 2 secondes. Bon, après, c'est un playtest. Hein. Mais comme on a 1 milliard de trucs dans le playtest jusqu'à maintenant... Ah non, c'est des exemples. Ok, c'est parce qu'il veut nous expliquer comment on peut faire scale des adversaires, les adapter pour les rendre plus forts, moins forts. C'est un exemple. Ensuite, on a les countdowns. Est-ce qu'il y a des monstres qui ont des countdowns? Ça serait stylé. Non, là, il parle juste du principe Il parle du principe des horloges, comment on pourrait créer différentes horloges et tout. Donc, je trouve que c'est cool que ce soit bien expliqué. On nous donne des petits conseils pour l'utilisation de l'or. Je passe rapidement. Les styles de MJ. Ok, bon, pourquoi pas. Mécanique optionnelle, Fate Rolls. Ok, donc c'est un peu utiliser des oracles et tout pour faire de l'émergence et pas avoir à tout trancher soi-même. Moi, j'adore ça. En tant que MJ, j'adore pas tout trancher. Des fois, j'aime bien trancher, évidemment, mais j'adore l'aléatoire aussi. On nous parle de la session 0. Préparer des combats, choisir les adversaires. Donc, on a peut-être des conseils d'équilibrage un petit peu. Bon, j'aime pas trop, moi, l'équilibrage, je dois admettre. On peut préparer des fear moves d'encounter, donc aussi de l'environnement, etc. Des trucs où on dépense de la fear pour activer les trucs dans l'environnement. En fait, j'aime bien... Mine de rien, j'ai rarement joué à des jeux avec une économie comme ça, où le MJ il a une monnaie. Même si j'en ai lu beaucoup, il y a très peu des jeux que j'ai menés, enfin que j'ai lu où il y avait ça, que j'ai joué en fait. Ça me donne envie d'essayer aussi. Je vais aller vraiment beaucoup plus vite maintenant. Et j'ai envie de voir au-delà des conseils, parce que les conseils, bon, j'ai lu trop de livres de jeux de rôle pour avoir encore envie de lire les conseils comme ça, à voix haute. Là, bien sûr, ça pourra me servir si j'y joue et que j'ai des doutes. Des exemples. La mort des personnages. Bon, il y a vraiment un guide de MJ. Préparer une carte. Ah, il y a un truc un peu sur le world building. Planifier des arcs. Ah, ça, je suis pas toujours hyper fan. Mais bon, j'imagine que c'est un petit peu le style Critical Role. Bon, après, je dis ça. C'est vrai que c'est plus trop mon truc. Mais s'il y a des bons conseils, etc. pour le faire, faudra que je regarde. Peut être intéressant. Quand faire monter en niveau, c'est vraiment que des conseils. Là, on a des exemples de thèmes, etc., de lieux. Bon, la mise en page est vraiment affreuse. Hein. J'espère qu'ils vont l'améliorer au bout d'un moment. On a des régions un petit peu. On nous parle de landmarks. Ah non, on a vraiment des régions. En fait, il y a un univers, en fait. Bon, écoutez, il y a l'air d'avoir un petit bout d'univers. Alors, ça n'a pas l'air d'être ultra développé. Vu la mise en page, j'avoue que j'ai du mal à me projeter, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore les illustrations et tout. Donc, jamais je lis ça, en réalité, je pense, moi. Tant qu'il n'y a pas des illustrations, un truc pour me faire voyager, s'il y a un univers, il va me falloir plus que ce texte. Des story hooks, des rumeurs et tout. Ouais, il y a quand même une sorte de setting là. Bon. Et là, j'en suis où là? Je suis où? Running a campaign. En fait, il y a Sablehood, Rime of the Colossi. Donc, c'est des sortes de régions avec des trucs à jouer, des loots à trouver. Pourquoi pas? Écoutez. Pourquoi pas. Et ensuite, j'ai un bestiaire ou pas? Hogs, Kid Scorpion, Kinesocan Cocatrice. Bon, ça, il y a 0 mise en page. C'est vraiment... c'est des placeholders, en fait. Ah, voilà. Adversaire par tiers. Ok, donc là, on aurait une sorte de bestiaire. Il y aura des descriptions narratives qui seront ajoutées à chacun de ces trucs dans de futurs updates. Là, j'arrive à mon bestiaire.
Attendez, là, à partir de maintenant, j'ai que des monstres, là. Ah, c'est stylé, quand même. Ça, c'est juste un playtest. C'est ça que je trouve incroyable. Ok, c'est très moche. Il y a des endroits, clairement, j'en peux plus. Là, j'avoue, ça fait des heures que je suis devant ce truc. J'ai même mangé entre deux. C'est pas agréable à lire pour le moment, mais il y a des trucs, quoi. Il y a des exemples de boss, il y a des trucs. Le Volcanic Dragon Obsidian Predator. Motherfucker. C'est un solo, donc... Là, par exemple, on est sur un solo. Il a plus 5. Il fait 3d12 plus 10 de dégâts avec ses griffes. Difficulté 19 avec 2d12, j'ai du mal à me représenter. Ah, il faut quand même lui faire 70 points de dégâts pour lui faire des dégâts sévères. Et il y a un niveau là. Un niveau. Un solo. Ah, c'est parce qu'il y a des tiers. Et là, je suis peut-être dans le tier 3. Ok, Arc Necromancer et tout. Ok, donc les monstres sont quand même un petit peu triés en niveau, etc. Ouais, à la fin, on peut quand même faire des gros dégâts. Donc on peut avoir ce kiff un petit peu quand même de D&D où je balance 60 000 dés là pour faire plein de dégâts. Lui, par exemple, pour lui faire une blessure sévère, il faut se lever tôt. Hein. L'oracle de Doom. Oracle of Doom. Il faut que je fasse 100 points de dégâts pour lui faire une blessure sévère d'un seul coup. Donc je pense que là où ils marquent un point quand même, où ils ont trouvé une bonne mécanique, alors je pense qu'il y a d'autres jeux qui l'utilisent déjà, mais c'est ce truc de thresholds parce que on pourra pas one-shot les boss en fait. Et ils ont plusieurs trucs et tout. Ah, ça donne quand même... Je sais pas s'il y a encore des gens qui écoutent. Je sais pas si ça vous donne envie ce jeu, mais moi ça me donne envie quand même. Par contre, j'aimerais bien des illustrations. Voilà, évidemment, j'aimerais un truc qui me transporte un peu plus. Mais déjà, rien qu'avec les cartes, il y a quand même un sacré bestiaire. Hein. En fait, là, il y a tout pour jouer pour moi. Il y a tout pour jouer parce que il y a toutes les classes et tout. Hein. Donc en fait, là, ce qu'il faudrait, c'est genre, je suis sur Miro. En fait, j'envoie. Comment je fais pour jouer à ça maintenant? C'est ça la question. Si j'ai envie de tester ce playtest, soit j'imprime tout, ce qui est un peu chiant, et je joue en physique, mais c'est pas ça qui va arriver parce que je joue plus tellement en physique. Soit en fait j'envoie les PDF aux joueurs parce que de toute façon c'est gratos, donc je peux les partager, je m'en fiche complètement. Même à des gens que je connais pas, j'entends. Et je les laisse regarder et ils peuvent créer leur personnage, tout ça. Et en fait on fait des captures d'écran, on pose sur un Miro pour faire une sorte de table. Et après, on peut jouer soit le scénario d'intro, soit avec tous les monstres qui sont proposés et tout. On peut essayer de se bricoler un truc, quoi. Franchement, c'est cool. Il y a même des trucs à imprimer pour faire des petits monstres, là. C'est rigolo. Bon voilà, c'est fini pour ce tour du playtest. Alors il y a des trucs que j'ai survolés bien sûr, mais j'arrivais à saturation. Faudra que je lise un petit peu. En fait, je pense que ça sert à rien de lire toute la partie MJ et tout avant d'avoir testé par exemple le Quick Start. Parce qu'à partir du moment où on a joué, là on a des questions, on commence à se dire ah là je savais pas trop quoi faire, j'ai dans la merde, j'ai dû improviser et je vais aller voir dans le bouquin les conseils tout ça. Là j'ai pas regardé le Quick Start. J'espère que dans le Quick Start c'est bien guidé comment faire les décisions de MJ et tout pour se rappeler les règles au fur et à mesure, parce que quand même il y a quelques petites originalités, genre quand est-ce que j'utilise mes fears machin et tout. D'ailleurs je me demande si j'ai une aide de jeu en tant que MJ pour me rappeler de comment moi je peux utiliser mes ressources de fear, etc. Faudra que je regarde, là je me souviens plus. Mais franchement ouais, le jeu a l'air cool. En fait, ce que je retiens qui a l'air cool, c'est la création de personnages où oui il y a des options, mais le fait qu'on utilise des cartes, qu'on ait des playbooks, etc., ça fait qu'on va pas aller chercher dans un bouquin, etc. On va avoir quelques options et puis ça va être très visuel et très... je pense en physique, ça va très très bien marcher. Autre point positif, le côté asymétrique. Il y a l'air d'avoir plein de mécaniques différentes et tout. Ça a l'air vraiment rigolo, un peu board game. Autre point positif, je trouve vraiment que la gestion des dégâts, etc., là, ça me parle. Il y a l'air d'avoir un bon équilibre entre j'ai la sensation que mon personnage devient de plus en plus fort, etc., mais en même temps, ça va pas demander des calculs mathématiques de fou furieux. Au mieux, je pense, en termes de dégâts, là, si j'ai bien compris, je vais jeter, allez, 3, 4... 5 dés de dégâts peut-être. Alors après, avec des capacités spéciales et tout, si j'ajoute mes Slayer Dice là avec le Warrior et tout, je peux quand même me retrouver à balancer une dizaine de D6 à devoir tous les compter. Donc là, je préfère être en ligne presque, je sais pas. Mais en même temps, c'est jouissif de jeter tous ces dés. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est moins dans les petites additions soustractions que dans certains autres jeux qui ont une proposition un peu proche, un peu tactical avec customisation de personnages. Et honnêtement, j'aime trop l'idée des cartes et tout ça. Le seul truc que je trouve un petit peu bizarre, c'est le côté un peu... Dans la symétrie, là, justement, bah, ça pose des questions, en fait. Je pense qu'il y a un temps d'adaptation pour capter un petit peu, oui, vous jetez 2d12, moi, jette un d20. Ok, moi, quand j'ai l'avantage, j'ai 2d20. Pourquoi j'ai l'avantage? C'est moi qui décide en tant que MJ si j'ai un avantage. Ah non, je dois dépenser un Fear Dice. Je peux pas le décider de moi-même. Il y a un peu un truc comme ça de flou, je pense, qui peut demander du taf. Par contre, le playtest est vraiment ultra généreux, ça, c'est vraiment sympa. Donc ouais, j'ai bien envie de tester tout ça.
Je pense qu'en fait, il y a un énorme. C'est très très axé sur les combats, mais en même temps, je pense que Critical Role faisait la part belle au combat quand même. Enfin, ils aiment bien ça et tout. Néanmoins, je m'attendais à un truc un peu plus narratif. En fait, dans la mécanique de base avec les 2D12, c'est narratif. Hein. On a plusieurs outcomes différentes. Enfin, je pense que les dés vont nous inviter à devoir inventer des rebondissements, tout ça, tout ça. Mais il y a vraiment un crunch quand même dans les combats. À voir si c'est fluide. Honnêtement, là, je ne saurais pas trop dire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de petites mécaniques, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui doit tout gérer, quoi. Donc si les joueurs aiment bien le côté board game et qu'ils apprennent à comprendre les règles, ça peut être très fluide parce qu'en fait, on n'a pas besoin de connaître les règles de tout le monde et on peut gérer nos trucs. En physique, je crains un petit peu qu'il y ait beaucoup de manipulation de ces histoires de tokens. Vas-y que je te passe un token, maintenant il est à moi, ok, je te donne ça et tout. Mais encore une fois, ça demande à être testé. Et en fait, cette question-là, c'est toujours difficile d'y répondre, c'est toujours particulier parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est pas pareil du tout de faire une première partie où oui, effectivement, on va peut-être être débordé par les nouvelles mécaniques et de jouer souvent à un jeu sur le long cours, de faire une campagne entière, voire de faire plusieurs campagnes si le jeu on l'adore, etc. Et à ce moment-là, ces questions-là ne se posent plus vraiment, en fait. Donc il y a, ouais, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, même si c'était très très long. Voilà. À la base, je pensais vraiment découvrir le bouquin entièrement comme ça, mais ça aurait été vraiment dur. Donc j'avais quand même regardé un petit peu la partie joueur en particulier, parce que je savais a priori que sur la partie MJ, il y aurait beaucoup de conseils et je pourrais passer vite dessus, même s'il y aurait des choses à découvrir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à venir sur le Discord, et puis je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Je ne pense pas faire le suivi du jeu là actuellement, parce que j'ai d'autres trucs, mais je pense que je le testerai. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez testé de votre côté. Sur ce, ciao ciao.